présenter. Donc, nous sommes 6 élèves en master marketing à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Nous retrouvons Lucas, Rim, Agathe, Océane, Péroline et moi-même, donc Charlotte, en tant qu'animateur de cette masterclass qui sera sur le thème de comment les startups innovent et se positionnent en meneuse de tendance. Donc pour cela, on a Thibaut Mervoyer, Aurélie Kelliger, Cyril, Marie et Christophe Neu qui sont des professionnels dans le milieu des startups et qui seront là pour échanger sur ce thème. Donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en utilisant le chat par exemple. Il y aura plusieurs temps dédiés pour y répondre. S'il vous plaît, veuillez également laisser le micro coupé. Et nous vous précisons également que nous enregistrons cette masterclass que nous pourrons vous transmettre par la suite, si vous en avez envie. Je vais donc laisser maintenant la parole à Christophe Neu, délégué général de la French Tech in the Alpes, qui va vous introduire la notion de start-up. Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, merci pour cette invitation. Donc, je vais effectivement revenir sur ce qu'est une startup, je vais rebondir sur ce qui a été mis notamment sur le nuage de mots. Donc, il y a quand même des termes qui sont venus en majorité, notamment l'innovation. Donc, c'est vrai qu'une startup, c'est souvent basé sur cette volonté d'innover. Donc, l'innovation, c'est attrait par rapport à de la nouveauté, c'est attrait aussi par rapport au fait de rencontrer un marché qui est existant ou un besoin qui est existant. Et donc, il existe déjà une définition qui a été définie au sein de la French Tech au niveau national. Donc, la startup, il y a ce côté effectivement une entreprise jeune. Alors, le mot jeune, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Hein. C'est une entreprise qui a 15 ans, c'est relativement jeune si on la compare aux entreprises du CAC 40 qui ont 100 ans en moyenne. Innovante, donc il y a vraiment ce caractère de nouveauté, d'innovation qui peut être basé ou non sur de la technologie, hein, ce n'est pas forcément essentiel. Et elle est en recherche surtout, ça je l'ai un petit peu moins retrouvé dans le nuage de mots, sur un modèle d'affaires qui est reproductif et qui peut passer à l'échelle. C'est-à-dire que je veux proposer un produit ou un service nouveau, mais ma volonté, c'est de pouvoir me développer à une échelle rapide au niveau national, au niveau européen, voire au niveau mondial. Ça va dépendre de ce que je vais proposer. Donc, il y a certaines spécificités, effectivement. Donc, dans la startup, l'équipe est importante au démarrage. Parce qu'effectivement, l'équipe fondateur, c'est elle qui va porter le projet au début, qui va être là pour motiver des personnes pour le rejoindre, que ce soit par rapport à la partie financière, que ce soit par rapport aux équipes qui vont travailler avec. Donc, il est important que l'équipe de fondateurs soit déjà composée de plusieurs personnes. Une personne, si c'est possible, mais il faut être rapidement de plusieurs parce qu'il va y avoir beaucoup de tâches à faire et qu'au sein de cette personne ou ces personnes, il y ait déjà des compétences clés liées au sujet que la startup va porter. Également, ce qui est important quand elle se lance, c'est de bien mesurer quel va être son avantage par rapport aux autres sur le marché. Ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on va appeler souvent l'unfair advantage. C'est le fait d'avoir un avantage certain qui va permettre de garder une longueur d'avance sur la concurrence et donc de pouvoir s'en sortir et se développer assez rapidement. Donc, il y avait un mot que j'ai retrouvé assez souvent dans le nuage de mots, c'était l'agilité. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle soit très agile, qu'elle puisse effectivement s'adapter très rapidement. Par exemple, avec la situation actuelle, les startups que je peux suivre, ce sont quand même des entreprises qui ont pu très rapidement s'adapter à la situation. Souvent, on va utiliser un terme qui est le terme de pivot, justement quand elles vont changer d'activité, changer de cap, sans pour autant perdre les valeurs qui les ont menées vers l'entrepreneuriat. C'était également un mot qui était mis en avant. La croissance, elle sera également assez rapide. Il y aura volonté de se développer effectivement rapidement pour que l'offre puisse s'imposer. Et je voudrais aussi souligner le fait qu'on voyait le mot technologie bien en avant. Alors non, elle n'est pas forcément que technologique. Elle concerne la startup, ça concerne tous les champs d'activité possibles. On va dire à partir du moment qu'il y a ce caractère innovant, ce caractère effectivement de passer à l'échelle rapidement. Là, oui, on va vraiment parler d'une startup. C'est vrai qu'au lancement de la French Tech, les définitions s'étaient beaucoup axées sur le numérique et ça s'est élargi ces dernières années. J'ai également vu dans les mots, effectivement, balance startup, ça c'est l'actualité. Effectivement, entendu parler.
Donc, c'est vrai qu'au sein de toutes les entreprises, il peut y avoir des soucis par rapport au management. Ça ne concerne pas forcément que les startups. Et bien au contraire, les startups, de plus en plus, sont là aussi pour innover sur le mode de fonctionnement en interne. Donc, pour effectivement être de plus en plus agile, il faut réussir à s'adapter rapidement aux situations, mais également avoir une équipe qui tient la route. Donc, la startup, dans les premières étapes de développement, va chercher à recruter des personnes qui adhèrent vraiment au projet. C'est essentiel. Il faut que effectivement le projet parle aux personnes. Mais c'est vrai que quand la startup va se développer comme une entreprise classique et avoir 20, 30, 40, 50 salariés, là, elle va devoir se transformer et passer d'une équipe de moutons à 5 pattes qui pouvait faire plusieurs tâches très diverses et variées à des personnes qui se spécialisent de plus en plus. Donc néanmoins, la startup, comme toute entreprise, n'est pas à l'abri des évolutions au niveau de son développement, notamment au niveau salarial, et doit effectivement travailler à faire ça au mieux. Et si je voulais continuer sur la partie des startups plus localement, un peu illustrer quelles sont les startups qu'on a trouvées. Bon, là, par exemple, on a Thibaut avec French Cabane, qui est sur une startup qui va être plus liée à du produit physique. On a également un produit physique sur le bassin annécien InEmotion, qui fait du gilet airback. Donc actuellement, vous pouvez voir de l'actualité au niveau du Dakar, où il y a des coureurs qui sont équipés de ce gilet. Ils sont aussi sur les grands prix moto. Et en numérique, on va retrouver par exemple du Coworkies, qui est là pour faire de l'intermédiation entre freelance et entreprises qui veulent travailler avec des freelances et qui récemment a intégré freelance.com. Donc ça, c'est du rachat. Explora Project qui va être plus sur du voyage et d'exploration, d'aventure à proximité. Donc faire des petites expéditions dans la nature. On va avoir aussi du Prismo qui est là pour, vous pouvez peut-être connaître en tant qu'étudiant, parce que Prismo, c'est une nouvelle façon de se présenter, de présenter son CV sous forme d'un prisme. Vous pouvez aller voir, c'est gratuit pour le faire. Je vous invite à voir, c'est très intéressant et c'est local. Et aussi, je pourrais également citer Frogipix qui développe un algorithme et solutions logicielles de traitement d'images 2D et 3D en temps réel. Je reviendrai sur ce qu'est le fonctionnement de la French Tech et justement certaines de ces startups que j'ai citées font partie de la French Tech que je représente aujourd'hui. Donc voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas s'il y a besoin d'expliciter certaines choses. Bah, merci Christophe justement pour cette introduction. Donc, concernant le programme de cette masterclass, donc nos intervenants vont d'abord vous présenter les leviers d'aide aux startups, ensuite les outils innovants pour gérer sa communication, les clés pour engager sa communauté et enfin les clés pour adapter sa stratégie en fonction de la crise sanitaire. Eh bien voilà, alors, chargé d'animer le réseau des startups sur le bassin annécien, Christophe aide le bureau de la French Tech in the Alps sur Annecy à fédérer les startups en lançant des actions utiles pour leur développement et l'augmentation de leur visibilité. Par le biais de ses missions à TESAM, Christophe est en charge de la mise en place de subventions régionales qui aident les startups. Donc, on est très ravis de t'avoir aujourd'hui parmi nous, Christophe. C'est vraiment un honneur. Et du coup, je veux bien te poser la question de quand et pourquoi la French Tech a été créée. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, donc effectivement, on va déjà parler de la French Tech en tant que telle, et puis on va parler un peu des autres leviers qui aident. Donc la French Tech, c'est un mouvement qui a été lancé en 2013 au niveau du gouvernement par Fleur Pellerin, qui était chargée au numérique à l'époque. Et l'idée de base, c'était de se dire comment favoriser le développement de startups en France. Donc la toute première idée qui a jamais vu le jour et sur laquelle ils n'avaient pas communiqué, c'était, je vais vous le dire, c'était justement de créer des quartiers du numérique. Donc ils se sont vite rendus compte que oui, c'est sympa les quartiers numériques, mais développer ça dans toute la France, c'est lourd, c'est coûteux. Il va falloir effectivement convaincre beaucoup d'acteurs pour pouvoir mettre ça en place. Donc ils se sont dit, autant lancer quelque chose qui ne coûte pas grand-chose et qui a toutes les chances de rater. Donc ça, je reprends leurs mots hein, quand ils nous l'avaient présenté quand on était allé à Paris. Donc à Paris en 2019. Hein. Donc ils n'ont pas dit ça en 2013-2014, mais ils nous avaient dit ça effectivement avec un petit ton d'humour. Et donc ils ont lancé un mouvement d'entrepreneurs pour entrepreneurs. Donc ils ont en 2014 commencé à labelliser
des villes ou agglomérations avec le label French Tech, et c'est à l'époque c'était des métropoles French Tech qui étaient labellisées, et l'une des premières dans la région qui avait été labellisée, c'était Grenoble. À l'époque, Annecy avait candidaté seule pour être une métropole, mais n'avait pas été retenue. Et par la suite, sous l'impulsion de personnes qui avaient lancé la French Tech à Grenoble, l'idée est venue de lancer la French Tech in the Alps, donc sur tout le sillon alpin. Et donc Grenoble a intégré Annecy, Chambéry et Valence-Roman. Et donc a vu la naissance de la métropole French Tech in the Alps, dans laquelle Annecy est présent. Donc là, le board que vous pouvez voir sur la slide, c'est le board de la French Tech in the Alps sur Annecy. Il y a également un board global, et après il y a des boards sur Chambéry, Valence et Grenoble. Donc, avant de revenir plus en détail sur le board, donc pourquoi la French Tech a été créée? Donc, en fait, comme j'avais déjà dit un petit peu, c'était pour mettre en avant les startups et l'innovation, justement, par les startups. C'est-à-dire qu'en 2013, il n'y avait pas l'innovation, il y avait beaucoup d'outils pour que les entreprises classiques et grands industriels puissent innover. Par contre, pour des projets qui naissent de zéro, il n'y avait pas forcément tous les outils nécessaires pour pouvoir innover plus facilement. Donc, innover, ça nécessite justement de dérisquer le projet au fur et à mesure, et ça nécessite des fonds au début pour pouvoir valider son marché, valider sa techno si on a de la technologie. La French Tech également a été créée pour s'engager pour la croissance et le rayonnement national et international des startups françaises. Parce qu'il faut savoir que la French Tech, il y a un réseau de métropoles en France qui aujourd'hui s'appelle des capitales, mais également tout un réseau de communautés qui sont également présentes en France, mais aussi à l'international. Donc en gros, on a créé un grand réseau d'espionnage de startups à l'échelle mondiale et qui peut être présent un petit peu partout, Dubaï, Tokyo, Los Angeles, Barcelone, Mexico. C'était également le but de la French Tech, de par ses capitales métropoles, on va dire, le terme de capitale est devenu en 2019 avec la deuxième vague de labellisation, c'était aussi de sensibiliser les élus et les écosystèmes, parce que les écosystèmes ne savaient pas ce que c'était des startups, quels sont leurs besoins, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et donc, très souvent, ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des métropoles ou capitales French Tech, c'est que ce sont les collectivités locales qui ont soutenu le développement de ces initiatives. Donc, ces initiatives étaient portées par des entrepreneurs du territoire, mais les financements permettant de lancer des actions étaient souvent fournis par les collectivités locales. C'est pourquoi sur Annecy, par exemple, c'est Grand Annecy qui soutient en grande majorité la French Tech in the Alps sur Annecy. C'est également, donc, comme j'avais dit, favoriser le financement des startups. C'est de là que sont nés des dispositifs de financement spécifiques pour des projets émergents, avec notamment des produits au niveau de BPI comme la bourse French Tech. Si ça s'appelle bourse French Tech, c'est pas parce que c'est nous qui la gérons, c'est parce que ça a émergé au moment de la création de la French Tech et que BPI, la Banque publique d'investissement, est partenaire de la French Tech. Il y avait aussi ce côté de réduire la dépendance auprès des États-Unis et de la Chine, parce qu'au final, les plus grandes startups émergeaient de ces géants du monde économique et pouvaient prendre des risques au niveau de notre indépendance. Et on a pu le voir notamment avec la mise en place du RGPD. Le fait de pouvoir gérer mieux où sont nos données nous a amené à utiliser des solutions plus locales ou avec des hébergements de données plus sécurisés. Et également, en dernier lieu, la French Tech a été créée pour faciliter l'accès au numérique. C'est pour ça qu'on a lancé, notamment sur le sillon alpin, le campus numérique in the Alps, qui est une formation d'alternants développeurs qui est présente sur Annecy, Valence, Chambéry et Grenoble. Donc, comme j'avais dit, c'est une mission pas entrepreneur pour les entrepreneurs. Juste concrètement, pour comprendre comment ça fonctionne, il existe une mission French Tech au niveau national qui est rattachée à Bercy. Donc, du coup, nous, Capital, on est en contact directement avec des personnes qui sont à Bercy, à l'économie, et qui sont en charge d'animer le réseau de French Tech. Comme j'avais dit, on est présent au niveau mondial. Donc, c'est pour ça, par exemple, petite anecdote, quand je suis arrivé à la French Tech en 2018, j'avais un voyage au Japon de prévu. Je suis allé à Tokyo, j'ai dit toc, 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 French Tech Tokyo, est-ce qu'on peut se rencontrer? Oui, bienvenue, rencontrons-nous à l'ambassade de France.
Donc ça, sans un réseau comme la French Tech, ça aurait été complètement inenvisageable de pouvoir rencontrer des homologues ou des pairs à l'autre bout du monde en 2 échanges de mails. Donc ce mouvement-là était vraiment de but de faciliter des échanges au niveau national, international. Il y a aussi des dispositifs qui ont été créés justement pour la visibilité des startups. Alors, vous avez peut-être entendu parler de certains. Après, je vous inviterai à les regarder. Il y a notamment le Next 40 ou Next 40 qui met en avant les 40 plus grosses startups et belles startups françaises. Donc, c'est en référence au CAC 40, au final, l'indice de 40 startups. Il y a également le French Tech 120, pareil, qui est parallèle à un indice boursier qui regroupe les 120 plus belles entreprises. Là, les 120 startups, elles, chaque année, sont resélectionnées par appel à projet pour les mettre en avant et avoir accès, par exemple, à des services premium auprès de toute l'administration française. On a aussi lancé des dispositifs pour permettre à l'entrepreneuriat de se développer, notamment auprès des publics qui sont un peu moins favorisés, avec le French Tech Tremplin, permettant à des personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux, qui sont étudiants boursiers, ou qui répondent à certains critères qui ne les rendent pas avantagés pour initier une startup à se développer et avoir une bourse. Il y a également eu la création d'un fonds pour financer des actions auprès des startups dans chaque capitale de la French Tech. Et cette année, par exemple, on va créer un nouveau service qui est French Tech Central, qui permettra aux startups de prendre des rendez-vous très facilement avec l'URSSAF, la Direct, l'INPI, enfin tous les services supports essentiels au bon développement d'une startup. Donc ça, on va le déployer au courant de l'année. Donc également, au niveau local, ce qui est important pour la French Tech, c'est vraiment que les entrepreneurs s'investissent. Ça, je dirais, j'ai toujours beaucoup insisté pour que ce soit les entrepreneurs. Moi, mon rôle, c'est juste d'aider les entrepreneurs à pouvoir s'exprimer et à mettre en place des actions. Je suis central de fait, mais je n'ai pas à être central dans le mouvement. Le but, c'est justement que les entrepreneurs s'en emparent. Et là, le board que vous avez sous les yeux, on a une présidence vice-présidente 100% féminine. Pour le coup, c'est quelque chose de pas courant dans le domaine de la French Tech. Et on est plutôt fiers. Et en plus, c'est vraiment 2 entrepreneuses de haut niveau que sont Julie Gay, qui est la CEO de Coworkies. Coworkies, cette plateforme que j'avais décrite juste avant, et qui a récemment intégré freelance.com et qui va garder la main sur, bien sûr, Coworkies, cette initiative qu'elle a lancée sur Annecy, qui est la présidente. À ses côtés, Alice Gauthier, qui est la COO. Donc, dans les startups, il y a beaucoup de noms de métiers un peu bizarres avec des acronymes très anglais. Et du coup, elle est sur Explora Project. Et Explora Project, cette nouvelle agence de voyage éco-responsable d'aventure, si on voulait la résumer en quelques mots. Comment intégrer la French Tech? Je vous dis, je vais répondre. Et également, on a Jérémy Tolin qui est sur la startup Menu du jour, qui est l'interface avec les startups qui nous posent des questions. On avait René Le Kenyek, et un petit U qui s'est rajouté, du coup, qui est le président sortant et qui a beaucoup œuvré justement pour le relancement de la dynamique de la French Tech quand il avait repris la présidence, et qui est aujourd'hui avec sa startup à Miami, donc qui s'est développé à l'international. Et Cyril, Marie, Aurélie Filiger qui sont également présents. Cyril, effectivement, qui nous apporte beaucoup sur la communication, et Aurélie sur tout ce qui est effectivement notre stratégie de communication. Pardon, je Oui. te coupe, Christophe. Pour les questions, vous inquiétez pas, on a juste un temps de questions juste après votre partie, donc on répondra bien à toutes vos questions. Pas de souci, super. Donc voilà, donc effectivement, ce board est essentiel parce que c'est de lui que naissent les actions. Donc il y a certaines actions, si je veux donner des exemples, c'était en janvier 2020, pardon. Janvier 2020. On avait fait monter 6 startups au sommet du digital, un grand événement où il y avait beaucoup d'acteurs divers et variés, et notamment 2 tiers de Parisiens, et donc du coup beaucoup de décideurs pour des grands groupes.
Et donc, par exemple, ce type d'action-là avait permis de faire beaucoup de réseaux pour ces startups qui étaient venues, d'échanger directement avec des personnes avec qui elles devaient échanger. Et donc, du coup, c'était vraiment une belle opportunité. Il y a également des concours de pitch pour les mettre en avant, The Place to Pitch, qu'on avait créé sur Annecy et qu'on a refait en septembre 2020. Du coup, on est passé entre les gouttes et pour mettre en avant justement les startups, les nouvelles initiatives locales. On crée aussi des échanges entre pairs. En novembre dernier, le dernier webinaire qu'on fin novembre, on avait fait, c'était sur la levée de fonds. Et là, voilà, sans tabou, 6 entrepreneurs qui ont levé des fonds échangent et disent comment ça se passe concrètement, leur relation avec BPI, leur relation avec les investisseurs. Ça, c'est de l'information essentielle à avoir pour les startups, à échanger entre elles. Durant le dernier confinement, on avait mis en place des groupes d'échange via Slack également pour pouvoir agréger toutes les startups à l'échelle du sillon alpin, et on continue à faire rentrer des personnes sur ce Slack afin de pouvoir échanger un maximum avec elles. Donc, le besoin de créer un mouvement afin qu'elles puissent échanger les unes avec les autres, sachant que les startups, comme elles doivent aller vite, elles doivent avoir les bonnes informations le plus tôt possible. Et si on peut bénéficier d'expériences d'autres, c'est davantage effectivement de chances de succès. Également, là actuellement, on est en train de faire des actions qui, par exemple, plus orientées vers les fonds d'investissement pour financer les startups. Et donc, pour revenir sur tout ce qui était levier pour le développement des startups, effectivement, l'écosystème est important. Donc, quand on parle d'écosystème, on parle à la fois du réseau des pépinières, on va parler des plateformes de prêts d'honneur, donc ça complète les prêts bancaires, on va parler des banques, des experts comptables, on va parler de la chambre de commerce, on va parler des réseaux qui sont présents. Donc sur Annecy, on a le réseau Outdoor Sport Valley, on a le réseau Citia. Et donc du coup, il y a différents acteurs qui ont des regards particuliers sur l'économie, et il faut réussir à les fédérer autour de ce que sont les startups. Et par exemple, un des plus gros freins qu'il peut y avoir pour une startup quand elle veut se financer au début, c'est par exemple d'être face à des banques qui ne connaissent pas du tout le mode de fonctionnement d'une startup. Parce que le mode de fonctionnement d'une entreprise classique, c'est beaucoup des choses qui sont extrêmement connues, dans le sens où, par exemple, moi j'ai fait 6 ans de chambre de métier. À la fin, quand je voyais quelqu'un qui voulait se lancer en plomberie, je pouvais lui dire le chiffre d'affaires qu'il allait faire à peu près. Parce que c'est très connu. On sait que le chiffre d'affaires dépend du nombre d'heures, dépend des investissements matériels, etc. Et donc, c'est mécanique, c'est simple, c'est huilé. Une startup, c'est complètement décorrélé de cette réalité. Et donc, du coup, les développements, souvent, elle va devoir se financer avant même de faire du chiffre d'affaires. Ce financement qu'elle va faire avec de la levée de fonds et lui permettre d'accélérer et pouvoir développer son activité par la suite. Donc, on va être souvent sur des promesses, mais ça va aussi dépendre de la typologie de startup. Il y en a quand même pas mal de différences. Si on va sur de la startup avec de la technologie très pointue qu'on appelle startup deep tech, le temps de développement sera très long avant de mettre quelque chose sur le marché. Donc, quand on va être sur du startup du numérique, là, ça peut être beaucoup plus court. C'est pour ça que souvent, quand on avait lancé la French Tech au début, au niveau national, c'était très axé numérique, parce que la plupart des startups dont vous entendez parler, c'est du numérique. C'est des solutions digitales, c'est du Zoom, c'est du Slack. Et donc, du coup, c'est des choses qui peuvent passer très rapidement à l'échelle. Et après aussi, pour les leviers de développement, comme on l'avait souligné, il y a quand même la partie innovation qui est importante. Et notamment, moi, je suis salarié à TESAM. Et TESAM, c'est vraiment l'acteur à l'innovation en Haute-Savoie. Et on va piloter d'autres dispositifs régionaux liés à l'innovation. Et ces dispositifs-là sont vraiment là pour aider les startups et aussi les entreprises plus classiques à innover et à éliminer les risques au fur et à mesure du développement de leurs projets. Et donc, moi, je vais les aider avec notamment des subventions. Donc, très souvent, les subventions, c'est souvent pour financer des prestations qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce qu'on appelle un go, no go. J'y vais pas. Et donc, du coup, je lève le doute. Donc, voilà pour ça. Je peux répondre aux questions si. Oui, voilà, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Christophe. Voilà.
Donc, sur la French Tech, comment… Oui, Agathe, Je crois que c'est Agathe qui s'en occupe. Agathe, suite à Oui. l'intervention de Christophe, a-t-on des questions sur le chat? Oui, on a Oui. premièrement Fabienne qui nous demande les liens de la French Tech. Donc, bien sûr, dans le chat, on va vous mettre les liens du site web et du LinkedIn de la French Tech in the Alpes sans problème. On a une première question donc, de Hotman qui nous demande comment intégrer la French Tech. Très bien. Donc, effectivement, la French Tech, alors il y a plusieurs façons de l'intégrer, hein. La French Tech, c'est un mouvement d'entrepreneurs, donc c'est possible de l'intégrer, par exemple, comme l'ont fait Cyril, Aurélie, puis Julie et Alix, en étant partie prenante du mouvement, en intégrant le bureau qui anime la French Tech. En général, comment ils sont arrivés là? Ils font partie du réseau et du coup, naturellement, on va dire, en étant impliqués, ils se retrouvent au sein même de la French Tech, on va dire opérationnellement parlant. Si on demande la question comment intégrer la French Tech, par exemple en étant une startup et je veux faire partie de ma French Tech locale, là, ça va passer par de l'adhésion. On a lancé une campagne d'adhésion avec toute une offre derrière pour pouvoir nous connecter la startup, échanger avec en direct et répondre au mieux à ses besoins. Donc, c'est possible d'adhérer. En adhérant, la startup n'aura pas un label French Tech, hein, elle sera juste adhérente de la French Tech in the Alps Annecy. Les seuls labels French Tech qui vont exister, c'est ce que j'avais dit, Next 40, French Tech 120, French Tech Tremplin. Mais on ne va pas labelliser les startups en tant que French Tech en tant que tel, tout court. Et après, pour intégrer la French Tech, par exemple moi, sur plutôt comment j'intègre la French Tech pour travailler dedans, tel que moi je le fais, ça va être très différent d'une région à une autre. Parce que par exemple, sur Annecy, c'est en étant à Thésame, du coup, qu'on peut être impliqué. Sur Chambéry, il y a une association, du coup, French Tech India Chambéry, et du coup, c'est une personne qui est intégrée dedans et il recrute une salariée, une seule personne. Sur Valence, c'est Moulin Digital, c'est une agence de développement du numérique financée par l'agglomération et c'est eux qui sont à disposition. Donc, on va dire, voilà, il y a chaque fois des structures très différentes qui portent la French Tech. Donc, voilà, donc si je veux intégrer la French Tech, on va dire, pour être un peu à la place où je suis, ça va dépendre du territoire où je suis. Si je veux intégrer un board et proposer mes actions en direct, c'est en étant présent dans le mouvement en premier lieu. Souvent, on commence par adhérer, on suit les événements et puis après, forcément, on a envie d'aider les autres à avancer et du coup, on intègre la French Tech. Donc voilà pour cette première question. Pas hésiter s'il y a besoin de précision. Peut-être une autre question? Oui, on a d'autres questions aussi. Donc, on a Anas qui n'a pas très bien compris le rôle de l'écosystème. Donc, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez expliquer l'écosystème, c'est quand on parle d'écosystème, comme j'ai dit juste après, j'ai peut-être répondu justement un petit peu à la question. On parle de tous les acteurs économiques que la startup va connaître. Donc, il y en a différentes sortes. Il y a bien sûr, souvent la chambre de commerce auprès de qui elle va passer pour faire ses démarches, faire ses premières formations, etc. Il va y avoir les réseaux présents. Donc, par exemple, sur Annecy, si on est sur de l'outdoor, on va avoir OSV, donc qui est un réseau incontournable. Si on est sur de la création d'images, on va être avec le réseau de Citia. Si on est sur effectivement certains domaines, on va être en face d'acteurs qui vont nous aider à avancer. Donc c'est vrai que par exemple, si je fais une startup en biotech sur Annecy, j'aurais pas forcément en face de moi les acteurs qui vont m'aider à mûrir et à grandir ce projet biotech parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va dire au revoir. Du coup, c'est en ça que l'écosystème est important parce qu'en fonction de l'écosystème présent, ça va m'apporter plus ou moins d'informations et de compétences qui vont m'aider à maturer mon projet. La taille de l'écosystème peut être importante également, son dynamisme aussi, parce que plus effectivement les échanges vont être nombreux, plus ça va me permettre d'avoir ces bonnes réponses que je recherche. Donc actuellement, l'écosystème, on est un peu en mode hors sol avec les confinements, les événements qui n'ont plus lieu. Souvent, l'écosystème il vit à travers ces événements de networking, de réseau, de contact. C'est là que se font les connexions.
Nous, la French Tech faisait des startups cafés, faisait des événements, on pouvait se rencontrer directement les personnes à la French Tech. Et c'est en ça que c'était important l'écosystème, c'était pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc moi, des startups cafés, il y a des gens, ils se sont rencontrés, ils ont fait du business ensemble. Donc plus l'écosystème est actif et réactif et conscient des besoins des startups, et plus il va pouvoir leur apporter. Donc c'est une montée en compétences. C'est un peu d'imaginer comme voilà, plein d'individus qui, une fois bien formés, permettent de bien monter, effectivement faire monter en compétences les personnes qui vont voir par la suite. Il n'y a rien de pire qu'une mauvaise orientation dès le début. Un conseiller qui vous dit créez votre société maintenant, c'est essentiel, alors qu'il fallait la créer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et on rate des aides de démarrage qui auraient pu être très intéressantes. Donc c'est ça le rôle de l'écosystème. Si je peux me permettre, je ne sais pas, alors, si je peux me permettre d'ajouter ma propre oui. expérience Bien sûr. coup, à tout ce que tu mentionnes, il faut imaginer que quand on entreprend, au départ, on fourmille d'énergie, mais on ne sait pas forcément dans quelle direction aller. Et l'écosystème startup, souvent, nous permet de rencontrer. Et moi, j'ai beaucoup fait les petits déjeuners French Tech au tout démarrage, parce que je rencontrais des gens qui avaient les mêmes problématiques que moi. En fait, c'est pourquoi, par exemple, quand vous êtes Erasmus à l'étranger, vous allez vous retrouver entre Erasmus, c'est parce que vous avez les mêmes problématiques. Vous cherchez un appart au même moment, et en fait, c'est qui se ressemblent, s'assemblent. Et ben là, le fait d'avoir les mêmes problématiques, ça vous permet de les résoudre beaucoup plus rapidement. Que vous montiez une boîte dans le digital ou que vous montiez une boîte dans moi, le bois, l'univers du bois, finalement, au moment de choisir un comptable, au moment de créer votre structure juridique, la forme, etc., qu'importe, c'est les mêmes problèmes. Et alors, soit vous le faites toute seule dans votre coin et vous risquez, de vous tromper et deux, de prendre beaucoup plus de temps, soit vous vous dites, allez, hop, allons chercher l'expérience là où elle est et vous allez beaucoup plus vite. Et en plus de ça, quand on entreprend, ce n'est pas tous les jours facile. Et donc, de se mettre dans des réseaux, ça peut être la French Tech, mais il y en a d'autres. C'est aussi l'occasion entre pairs, comme on dit, de se soutenir, de sortir le nez du guidon, de reprendre sa respiration. Et c'est là que c'est essentiel. C'est là où la French Tech a été un formidable outil. Il y a du financement, il y a tout ce qu'a dit Christophe, mais il y a aussi tout simplement le fait de se retrouver ensemble et de se soutenir. Ouais. Tout à fait. Merci Thibaut. Et là, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas mieux qu'un entrepreneur pour témoigner justement de ces choses-là, parce que c'est aussi des choses que l'on vit. Voilà, la startup, on aura beau mettre la plus belle définition du monde ou autre, etc. Ce qui est important, c'est bien ce qu'on vit, et c'est ça, c'est ces témoignages-là qu'on cherche à mettre en avant aussi au niveau de la French Tech, quoi. Merci beaucoup, Christophe. Je crois, Agathe, je te laisse la parole. Oui, alors il nous reste effectivement des questions, on les a bien notées et on va avancer donc pour donner la parole à notre prochain intervenant et il y aura un temps d'échange à la fin pour les questions qui n'ont pas pu être. Merci pour vos questions et vos réponses. Donc pour continuer ce webinaire sur les startups, j'ai le plaisir d'introduire Cyril Marie, qui est notre prochaine entrepreneur créatif dans la communication digitale agile et nomade. Donc Cyril est à la tête d'Inspire Cool. C'est une agence de communication qui accompagne les créateurs d'entreprises sur leur territoire de marque, leur storytelling et leur stratégie de développement. Donc nous avons la chance d'avoir Cyril avec nous aujourd'hui pour répondre à la question que l'on se pose tous. Quels sont les outils de mise en valeur de l'innovation au service des startups, Cyril ? Bonjour à tous. Alors, petite rectification. En fait, l'entreprise s'appelle Inspire Studio, qui est juste un studio d'inspiration sur sa base initiale. Alors, petit retour en arrière, en fait, pour redéfinir un petit peu mon parcours et pour clarifier quelques points. Alors, j'ai créé donc une première entreprise il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 22 ans, dans la communication et le marketing. Et le digital était naissant. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de projets divers et variés, à la fois dans des entreprises entre parenthèses traditionnelles et dans des startups. J'ai aussi participé très tôt à la demande de label en fait sur Annecy, puisque je faisais partie du bureau qui a demandé le label French Tech sur Annecy. Donc c'était un parcours et une aventure très intéressante au départ. Et je suis très content d'être revenu en fait à la demande de Christophe, de revenir au bureau depuis une année à peu près.
En parallèle à tout ça, j'ai donc construit des entreprises qui avaient comme objectif d'accompagner d'autres sociétés dans leurs outils de communication. La communication et le design a tout le temps été un levier dans nos propositions de valeur. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pitch. Donc, on parle des outils, comment les startups s'approprient certains outils pour développer leurs projets. Il y a des outils qui sont communs, en fait, traditionnels, comme des sites Internet. Et puis, il y a des outils qui sont là pour convaincre de manière rapide. Et ce que je vais mettre en avant aujourd'hui, je vais vous parler du pitch. Donc, normalement, je travaille sur une conférence sur le pitch qui dure 40 minutes. Donc, je l'ai un petit peu écourté. Et je vais surtout reprendre quelques éléments clés, des techniques en fait, et des méthodes, des astuces que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui. Le but du pitch, en fait, si vous voulez, une startup qui va travailler pendant des mois ou des années même sur un projet, je pense que Thibaut ne dira pas le contraire, le plus difficile, c'est de synthétiser tout ça et c'est de fabriquer une présentation ou un support de présentation qui doit convaincre dans un délai très court et qui doit être assez transversal au niveau de la proposition de valeur, de la problématique qu'on va résoudre, parce que c'est souvent lié à ça. Même si on va avoir des startups qui ne viennent pas forcément résoudre un problème, au contraire, elles vont proposer un service qui n'existait peut-être pas avant et qui amène une plus-value différente. Dans tous les cas de figure, il y a un levier en fait qu'il faut s'approprier. C'est des techniques qu'on peut apprendre seul, on peut s'entourer de partenaires. En fait, nous, on vend beaucoup ce service, ça s'appelle le storytelling. Le storytelling, en fait, c'est quoi? C'est un mot qui est assez commun en ce moment, assez courant et qui est souvent utilisé dans beaucoup de domaines. Mais le storytelling, finalement, c'est l'art de raconter des histoires pour convaincre, pour une raison très simple, c'est que le storytelling nous permet de nous détacher de tout ce qui est rationnel. Quand on va découvrir un pitch, quand on va écouter une histoire ou écouter un intervenant, on parlait tout à l'heure avec Thibaut des podcasts qu'on a lancés, et bien ça aussi, c'est du storytelling. Et c'est ces histoires-là qui, finalement, nous détachent un petit peu des problématiques budgétaires ou des problématiques qui sont trop rationnelles sur un projet, bien qu'elles soient impératives et nécessaires. On doit tout le temps balancer entre l'émotionnel et le rationnel. Mais quand on doit présenter, quand on doit faire un pitch, il faut d'abord convaincre et il faut laisser cette empreinte dans la tête de votre auditeur qui doit être un moment émotionnel et pas forcément un moment rationnel. Si le rationnel arrive trop tôt, eh bien, la personne peut décider en quelques secondes de balayer votre projet et de ne pas aller plus loin dans la présentation, ou en tout cas dans sa curiosité. Pour ça, on va utiliser donc, quelques exercices. Donc, je vais prendre la main sur le partage d'écran, si c'est possible. Oui, oui, normalement, vous pouvez. Il faut juste que Charlotte, elle enlève le sien. J'enlève mon partage d'écran. Oui. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça y est. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite synthèse. J'ai fait une petite synthèse de ce qu'on a dans un pitch qui dure entre 40 et 50 minutes. Et je suis parti donc dans ce pitch et dans cette synthèse, on va d'abord essayer de comprendre comment marche un spectateur, un visiteur, un client potentiel, un prospect. En fait, un prospect, donc on va d'abord bien se focaliser sur le pitch, hein, le projet en fait, et le but de cette mini-conférence, c'est le storytelling au service du pitch. Vous parliez des outils. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de présenter quels étaient les outils qui pouvaient aider les startups. Le pitch, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est important vraiment de travailler dessus. On va faire une petite parenthèse rapide sur les processus d'achat traditionnels. Et vous verrez pourquoi le pitch est important et comment sa structuration est fondamentale. Les processus d'achat traditionnels, c'est-à-dire le marketing moderne hein, qui existe depuis les années 50, a identifié 3 moments clés dans un intérêt, en fait, dans l'intérêt d'un prospect froid. Ça va être le stimuli, ça va être le premier moment de vérité et le deuxième moment de vérité. Alors, ces moments de vérité, c'est fondamental puisque c'est là où bascule l'émotionnel et le rationnel. C'est là que le curseur bouge, en fait. Et donc, c'est très important de savoir communiquer au bon moment et du bon côté du curseur. Donc, le stimuli, c'est un premier contact, c'est une publicité, c'est du bouche à oreille, c'est quelqu'un qui m'a donné une info, c'est une pub à la télé ou à la radio ou sur un post Facebook
j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Le deuxième moment de vérité, c'est le passage à l'acte. Et on le voit dans le digital. Souvent, on va être stimulé par un post, par une proposition, produit ou service. Et on peut aller très vite à l'acte d'achat. C'est-à-dire avec Amazon, par exemple, en 2 clics, on n'a pas besoin de rentrer sa carte bleue, on n'a pas besoin de rentrer son adresse. Tout est déjà rentré. Donc, en fait, l'écosystème est là pour balayer le côté rationnel. En fait, le but est de vous laisser dans cette phase émotionnelle pour que vous puissiez aller très loin dans l'acte d'achat et devenir client très vite. Le premier moment de vérité, c'est un moment qui est bascule entre donc, émotionnel et rationnel. Je vais payer, en fait, je vais dépenser de l'argent. Et à l'époque du marketing traditionnel, on passait par un vendeur. En fait. On allait à la FNAC, par exemple, discuter avec un vendeur. Ce vendeur allait nous donner des informations et ensuite, on allait passer à la caisse. Ensuite, on découvrait le produit. Donc, le produit, on l'achète, on l'essaye, on s'en sert. Et là, on vit une expérience. Et c'est cet élément-là qui est fondamental à l'époque, puisque cette expérience, on en parlait autour de nous, mais à petite échelle. On en parlait à notre entourage, à nos amis. Ça s'appelait le bouche à oreille. C'est un levier marketing qui est très puissant et qui l'est toujours aujourd'hui. Et le marketing digital a inventé, et on le voit sur l'écran, il a remis en place 2 moments fondamentaux qui sont le Z-mode, donc le moment zéro de vérité, et le U-mode, qui est le moment ultime de vérité. Ces 2 éléments-là sont fondamentaux et pour pouvoir faire un pitch correctement et pour qu'une startup puisse vendre ou présenter correctement son produit ou son service, elle doit apprendre et elle doit comprendre comment fonctionne sa cible, comment fonctionnent les visiteurs potentiels de son site ou de son pitch. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? Dans cette phase-là, en fait, on voit que le moment zéro, c'est un moment aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est la phase de veille. En fait, on a toujours le stimuli, on a toujours été interpellé par une information ou par un contenu qui nous a donné envie d'en savoir plus. Mais on ne va plus voir un vendeur, en fait. Et d'ailleurs, les vendeurs dans les magasins sont beaucoup moins utiles qu'avant, on s'en rend compte. On va se faire notre propre opinion et on va tout seul aller chercher des avis, des infos, des conseils, des tutos, des webinars et on creuse tout seul et on se forge sa propre idée de l'acte d'achat ou pas. Et à partir de là, ce moment-là est alimenté en fait par le processus final dans ces phases de découverte. Donc, on voit bien qu'après la phase d'expérience, quand j'ai découvert ou quand j'ai utilisé un produit, eh ben, aujourd'hui, on fait quoi? On laisse un commentaire. On le voit très bien sur Airbnb, par exemple. Airbnb est basé dans la confiance uniquement sur les commentaires. On fait confiance aux gens qui ont donné leur avis, qui ont mis des notes. Et à partir de là, on va préférer un produit qui est bien noté qu'un produit qui est moins bien noté. Ça va être un moment décisif. Et donc, cette boucle-là, elle est fondamentale pour comprendre les utilisateurs de votre future startup ou de votre futur produit. On va s'arrêter maintenant sur les 3 contenus qui sont les plus importants dans un pitch, maintenant qu'on a compris comment marche notre audience. Et ce que j'en ai déduit après une dizaine d'années à accompagner des entrepreneurs, à accompagner des startups et à construire des outils de communication, c'est qu'il y a 3 éléments fondamentaux dans un pitch. C'est la partie visuelle, donc c'est la vulgarisation graphique. On doit éviter d'avoir des pages trop denses en contenu et tout ça, ça peut se simplifier à travers des pictos, à travers une illustration. Une illustration, ça transmet un message par l'image et par l'émotion plus que par quelque chose de rationnel. Après, les interactions sont très importantes. Les interactions, c'est comment on va interagir avec le public. Alors en visio, c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais il y a des techniques en public, il y a des techniques dans un rendez-vous pour interagir avec son interlocuteur. Ça peut être lui poser des questions. Ça, c'est la première des interactions. Pourquoi on fait des interactions? On fait des interactions pour que votre présentation et que votre personne soit connectée à votre audience. Vous vous connectez sur le plan justement de la respiration et sur le côté échange à travers cette interaction et ces questions. Et à partir de là, la personne va vous écouter beaucoup plus. Et puis le dernier élément, c'est le storytelling, c'est les histoires. C'est la partie la plus importante, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est celle qui vous déconnecte de la réalité, on va dire, pendant un petit moment, et qui déconnecte le rationnel pour aller mettre à la place de l'émotionnel. Et l'histoire qu'on raconte, elle nous transporte beaucoup plus facilement que des chiffres et qu'un tableur Excel, même si le tableur Excel est important. On va faire un petit exercice. Est-ce que vous connaissez cette équation? C'est une équation un petit peu bizarre, en fait,
qui ne veut pas dire grand-chose, mais vous verrez qui en dit long finalement. C'est l'équation donc de 1 fois 9 égale 0, 3 fois 3 égale 1. Alors ça, c'est un élément qui est hyper important à intégrer dans vos présentations et dans vos pitchs, surtout dans une logique de recherche de conviction et où l'objectif est de convaincre rapidement. C'est qu'en fait, quand vous construisez un discours, quand vous structurez une présentation, on a envie de dire plein de choses. On a envie de présenter plein de produits et on a envie que la personne en face en ait un maximum parce qu'on se dit, je vais tout lui dire, je vais lui expliquer tout ce que je sais faire et comme ça, je suis convaincu qu'elle va me recontacter. Et bien, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'à trop dire de choses et à expliquer trop d'éléments différents, on n'utilise pas un mécanisme qui est le mécanisme de la répétition et on n'utilise pas cet outil-là de manière stratégique. Et donc, on va bien lui donner énormément d'informations, mais à la fin, elle va être un peu perdue au milieu de toutes ces informations et elle va sans doute se rappeler de pas grand-chose. Et si vous vous retrouvez dans une compétition, par exemple, avec des concurrents en face de vous, eh bien, il y a de grandes chances qu'un concurrent qui a mieux structuré sa présentation va laisser plus de traces dans la tête et dans la mémoire de l'interlocuteur. C'est là qu'on utilise donc le 3 x 3 égale 1. 3 x 3, pourquoi? Parce que si vous prenez 3 éléments importants, si vous avez 3 propositions de valeur fondamentales, vous pouvez en avoir plus que 3, mais en tout cas, gardez-en que 3. 3 points importants et vous les répétez 3 fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre présentation, ça va être écrit, ça va apparaître dans une vidéo, ça va apparaître à l'oral. Il va falloir répéter 3 fois ces éléments-là pour qu'à la fin, votre public se souvienne au moins d'une chose importante. Et c'est à vous de mettre le curseur au bon endroit et de définir dans une stratégie de construction de pitch quels sont mes 3 éléments fondamentaux. Voilà. Et ça, ça se vérifie depuis toujours. Dans la publicité, c'est un levier qui est tout le temps utilisé. Hein. On a toujours la répétition, c'est-à-dire qu'on appelle ça des ODV, en fait, des occasions de voir dans la publicité traditionnelle. Et le chiffre minimum, quand on fait une campagne de publicité, c'est 3 points de contact. En dessous de 3 points de contact, ça ne sert pas à grand-chose en fait, de communiquer, ou alors c'est balancer de l'argent par les fenêtres. On va s'arrêter maintenant sur un autre élément. Alors, bien évidemment, c'est des extracts de mon pitch qui est beaucoup plus long et qui est plus complet, mais j'ai essayé de prendre des éléments qui étaient importants. Quand vous vous adressez à une personne, et ça c'est très très important, on parle d'émetteurs et de récepteurs, il faut que vous vous rappeliez que la personne en face de vous, il y a plein de filtres du langage qui vont transformer ce que vous allez dire. Et on part de 100% de ce qu'on a envie de dire et on arrive à 20% de ce que la personne retient. Et ça, c'est très important. C'est que si vous ne structurez pas correctement votre discours ou votre pitch, eh ben, vous avez de grandes chances que la personne, elle se souvienne de 20% de ce que vous avez dit et pas forcément les 20% qui vous intéressent. Donc, c'est pour ça que c'est très important de répéter et de jouer sur la stratégie des 3 x 3 égale 1 pour être certaine que la personne va se souvenir d'un élément clé dans votre proposition. Et puis surtout, le fait de créer des interactions avec elle, ça augmente ce pourcentage de rétention d'informations. Et un dernier point important, rappelez-vous toujours que dans un pitch, les 2 moments clés sont le début et la fin du pitch. Ce qui se passe au milieu, il y a toujours un relâchement de l'attention. Donc, c'est toujours important de bien faire un focus au début sur ce qu'on a envie de dire et de le répéter à la fin. On va rapidement s'arrêter sur la rhétorique antique. Donc là, c'est les éléments clés de la rhétorique antique, comme on l'appelle, où on va travailler sur l'éthos, le pathos et le logos. Et ce que j'ai gardé, moi, qui sont 3 éléments importants dans l'art de persuader par le langage, c'est la logique de votre message. Donc, essayez vraiment de simplifier et d'éviter d'avoir des constructions de dialogue ou de slides alambiqués, difficiles à comprendre. Donc, c'est vraiment la logique. Après, c'est l'appel émotionnel à l'audience. Ça, c'est important aussi, soit par une question, soit par un objet. Par exemple, un de mes mentors à Paris, qui s'appelle Eric Salomon, qui m'a beaucoup appris sur le pitch, lui, en fait, quand il commençait un pitch, il avait des boules en mousse, des balles en mousse, en fait, dans sa poche. Et souvent, il les balançait sur le public. Donc ça, c'est un élément de contact qui interpelle tout le monde et qui fait que d'un coup, vous avez l'ensemble du public qui est focus et qui va se reconcentrer sur vous. Donc ça, c'est des éléments clés. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut balancer des balles en plastique sur tous les gens que vous allez rencontrer, mais en tout cas, c'est un exemple qui marque et qui fait en sorte que les gens se souviennent, en fait. Et quelqu'un qui va voir 40 pitchs, il va se rappeler de tout ce qui a été un peu différent
et ce qui a été un peu innovant dans l'approche. Et puis après, la crédibilité, vous ne pouvez pas être à la tête d'une startup ou essayer de pitcher un projet si vous n'êtes pas crédible. La crédibilité, ça passe par votre parcours et ça passe par votre capacité à travers vos expériences passées ou votre passion pour quelque chose ou le temps que vous y avez consacré ou les bouquins que vous avez écrits. Cette crédibilité, elle rassure la personne qui est en face de vous lors de votre présentation. Donc, c'est très important. Par exemple, je suis sûr que Thibaut doit être menuisier, par exemple. Thibaut? Ah, micro. Évidemment, je suis menuisier, j'ai bac+12 en menuiserie. Merci Thibaut. Je continue. Donc là, vous voyez, j'ai fait une interaction. Donc cette interaction, elle crée un moment de détente, une petite blague, et tout le monde recrée un focus sur ce qu'on est en train de dire. Merci Thibaut. De rien, toujours à distance pour interagir. Merci à vous deux, merci Cyril. On va passer aux questions maintenant. Je crois que c'est Lucas qui s'en occupe. Oui, alors du coup, il n'y a pas forcément eu de questions par rapport à l'intervention de Cyril. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat ou alors même à allumer votre micro, il n'y a pas de problème. On est à votre écoute. J'aurais une question à poser à Cyril, éventuellement. C'est quoi un exemple de pitch récent ou qui vous aurait marqué? Une illustration? Alors, un exemple de pitch qui peut être intéressant, Fabienne, c'est celui qu'on avait présenté l'année passée à l'IAE, vous vous souvenez? Qui était intéressant. Si vous voulez, je peux le dérouler. Il fait 10 slides et après, j'aurai une petite surprise à vous donner aussi comme outil pour construire votre pitch. Je vais reprendre le partage. Je suis désolé, je monopolise un peu la parole, mais après, je vous laisse tranquille. Alors, hop. Donnez-moi 2 secondes que je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est tout. Voilà, je vous explique rapidement le contexte. L'année passée, on a travaillé donc sur la thématique de la masterclass avec l'IAE, avec des étudiants, et l'idée c'était de montrer qu'on pouvait construire un pitch et qu'on pouvait tout inventer en partant de zéro. Donc on a fait ça en 15 jours à peu près. On a créé une fausse startup, un faux logo, un faux nom, un faux projet, et par contre on est parti d'une vraie problématique et on a essayé de répondre à cette problématique. Et on a fabriqué un pitch de 10 slides qui est l'exemple, en fait, qui est la partie application de toute la partie théorique que je vous ai montré avant. Je vais vous dérouler ces quelques slides. Donc, cette startup, elle avait pour vocation de répondre à une problématique qu'on rencontre sur les campus et qui était la problématique du gaspillage. Donc, 45%, c'est le gaspillage alimentaire en France, en fait, aujourd'hui, sur la plupart sur la population de manière générale. On gaspille 45% de nourriture. Et dans les campus, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un besoin, en fait, une nécessité. Donc, on reprend quelques chiffres. Donc là, je vous déroule le pitch rapidement. Le pitch était présenté par les étudiants. Et donc, on vient faire des focus en mettant des chiffres assez importants bien pour montrer la problématique. Donc là, on souligne qu'on a un problème sur cette problématique alimentaire. Ensuite, on définit un marché. C'est-à-dire, on dit, voilà, en France, il y a 2,6 millions d'étudiants. Et ça, c'est des faits, en fait. Donc, on part des faits. Et ces faits-là, ils sont hyper importants parce que dans le pitch, on voit bien à ce moment-là que c'est quelques informations. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un chiffre et il y a un positionnement. Et donc, si on arrivait à proposer à ces étudiants des repas adaptés, en fait, en utilisant les produits du gaspillage, eh ben, on arriverait donc à un coût de revient de 1,70 € par étudiant. Si on prenait 1% du marché, on pourrait avoir un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Ça, attention, c'est une construction qu'on a faite avec les étudiants, mais c'était pour montrer la logique du pitch et les logiques de présentation. Ce qui est important de regarder dans cette démonstration, c'est l'application du pitch, avec toute la partie émotionnelle et toute la partie visuelle. La solution, elle s'appelle Just Food. Donc là, pareil, c'est un projet qu'on a inventé en 15 jours avec les étudiants. Et l'objectif de Just Food, c'est de manger plus juste. Et ça passe par une application mobile. Donc, l'idée était de construire une application mobile pour lutter contre le gaspillage sur les campus.
La synthèse de ça, c'est quoi? C'est deux éléments clés. C'est la révolution alimentaire mixée avec un mouvement citoyen. Et le résultat, c'est Just Food, c'est les pirates du gaspillage. On voit après le fonctionnement, donc comment ça marche. Donc là, je rentre tout de suite sur la définition du produit en lui-même. Donc, on va réserver à l'avance. Le matin, on va avoir des notifications grâce au téléphone mobile pour réserver à l'avance sa présence à la cantine et donc anticiper les achats de produits et pas être dans une logique où on produit beaucoup et on verra si on dépense tout. Et puis, un deuxième élément qui est fondamental et un peu innovant, c'est choisir des plats à emporter le soir. Donc, les étudiants, le soir, quand ils ont fini de travailler toute la journée, n'ont pas forcément des revenus élevés ou n'ont pas forcément le temps d'aller faire les courses, surtout dans des périodes de confinement comme aujourd'hui, avec un couvre-feu. Et donc, la logique, c'était de requalifier les invendus de manière créative au niveau des cuisiniers pour revendre les invendus du midi. Et donc, on se retrouve avec un projet qui n'existe pas, qui peut avoir une existence. Nous, on l'a inventé pour vous présenter la technique du pitch. Mais en tout cas, ça démontre qu'à travers un concept de 10 slides, quels sont les leviers et de quelle manière on peut présenter un projet. Ici, on découvre l'agenda, donc quelles sont les étapes de cette startup, comment elle va aller structurer son marché, les éléments clés en fait de son développement. Et puis après, on va expliquer de quelle manière on va construire l'investissement et comment on va trouver les fonds pour développer ce projet. Ce pitch est généralement, cette technique-là est plutôt à destination d'investisseurs pour montrer un peu la crédibilité du projet et trouver des fonds. Donc, on voit ici les différentes phases. Puis après, on va découvrir l'équipe. Donc, l'élément important, c'est fondamental, c'est de voir que l'équipe est complémentaire et que parmi ces personnes, alors il y a peut-être des gens que vous connaissez à l'IA, mais en tout cas, parmi ces personnes, on amène de la crédibilité à travers leur profil. Donc, on a un entrepreneur, on a une cuisinière, un développeur web qui va fabriquer l'appli, et puis quelqu'un qui va s'occuper du bizdev, de la partie développement du business. Voilà. Là, sur un court exemple, sur moins de 10 slides, de manière efficace, on a pu pitcher un projet avec son développement, ses perspectives, sa proposition de valeur et quels problèmes elle résout. Et puis, je vais juste finir et après, je rends la parole. Les 4 ingrédients du pitch qui sont fondamentaux, c'est la cohérence, la concision, la clarté et la crédibilité. On en a parlé un peu plus haut. Et puis, je vais vous donner un petit outil qui va vous servir tout le temps. C'est un moyen mnémotechnique. Je vais aller le chercher un peu plus loin pour accélérer et laisser la parole à mes collègues. Ça s'appelle le sommaire post-it. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran. Vous avez en fait un moyen mnémotechnique de bien construire un pitch. C'est d'utiliser toutes les lettres du mot post-it. Et donc, ça donne problème, opportunité, solution, timing, investissement et team. Alors ça, c'est une trame. En fait, ça vous donne une trame. Mais cette trame-là, si vous l'appliquez et que vous l'étoffez, il peut y avoir plusieurs pages pour chaque lettre. Et en tout cas, elle vous permet rapidement d'avoir un support qui est efficace et qui est synthétique. J'ai fini. Je vous remercie. Merci Cyril. Comme ça, vous avez pu voir un exemple de pitch en temps réel. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. On ne va pas prendre d'autres questions, du coup, vu qu'on est un peu chaud niveau timing. On les garde pour la fin de la masterclass. Du coup, on peut enchaîner. Alors là, il faudrait juste que vous arrêtez votre partage d'écran afin que l'on puisse retourner sur… C'est bon, on est retourné sur ton écran, Charlotte. C'est bon. Donc, après une expérience d'une 15aine d'années au sein d'un service marketing international dans un groupe, Aurélie a opéré sa propre transition digitale. Partenaire privilégié pour les entreprises qui souhaitent être accompagnées en marketing et stratégie digitale notamment, Aurélie a également fondé un collectif de consultants qui est InnovaFlow et qui propose un parcours de mentorat dédié aux entrepreneurs comme aussi pour les intrapreneurs. Donc, nous sommes très chanceux de t'avoir aujourd'hui, Aurélie, parmi nous, pour nous parler davantage de l'engagement de la communauté et pour te donner tes astuces qu'il faut retenir pour qu'une start-up soit plus visible en tant que marque. Donc, Aurélie, je voudrais bien savoir pourquoi engager sa communauté. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci, Rim, pour cette présentation. Ravie d'être parmi vous, même virtuellement. Du coup, pour répondre à cette première question, je vais commencer par une réponse très courte et très simple. Pour exister et pour être visible en tant que marque.
c'est forcément le premier enjeu aujourd'hui. Alors, pourquoi, j'allais dire, cet enjeu est aussi important? Il y a deux phénomènes qui expliquent, on va dire, du contexte qui explique cet enjeu. Le premier, une digitalisation qui s'est fortement accélérée, et je dirais d'autant plus l'année dernière face à un contexte qu'on connaît tous très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 100 000 marques qui sont créées tous les ans. Alors, je ne voudrais pas dire tous les ans, mais en tout cas, l'INPI a connu des années records 2018-2019. 2020, j'imagine que la tendance est assez similaire. À partir du moment où on dit qu'il y a 100 000 marques qui se créent, c'est forcément du monde qu'on va retrouver en face de nous. Du monde et une typologie, on va dire, de marques assez spécifique. Vous avez sûrement entendu parler des DNVB. Alors, il y a beaucoup d'acronymes de ce type dans l'univers startup. Christophe le disait tout à l'heure. Donc, ce sont les Digital Native Vertical Brands. Donc, ce sont ces marques qui sont complètement créées sur des modèles économiques appuyés sur du commerce en ligne, donc des pure players du web, avec une logique vraiment direct to consumer, donc vraiment de vendre directement aux consommateurs. Ce qui implique déjà un univers vraiment très, très, très concurrentiel. L'autre phénomène, en parallèle de ce contexte-là, ce sont des internautes, que nous sommes tous, de plus en plus aguerris aux leviers d'acquisition digitaux, qui sont également de plus en plus exigeants vis-à-vis des marques, qui forcément recherchent de l'authenticité, qui sont des consommateurs assez volatiles, qu'on a du mal à capter et à garder. Le moindre faux pas pour une marque peut vraiment se révéler être, peut vraiment coûter cher. Un bad buzz peut vraiment coûter pour une entreprise. Alors, je ne voudrais pas stéréotyper, mais effectivement, ce sont des comportements qu'on associe souvent aux millennials, dans lesquels je m'inclus clairement, mais simplement le fait d'avoir grandi ou même d'être né avec tous ces outils, encore une fois, nous donne un certain niveau d'acculturation, d'expertise, j'en sais rien, mais en tout cas de bonne connaissance des outils. Donc, ce qui amène à quelque part une sursollicitation qui peut d'ailleurs amener des comportements de rejet par rapport aux marques qui prennent la parole sur des leviers digitaux. Merci beaucoup, Aurélie. Là, maintenant, je voudrais bien que tu nous parles un petit peu davantage des leviers d'engagement d'une communauté. Alors, je dirais presque qu'il faudrait inverser la question. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de comment vendre, mais comment se faire acheter. Ce qui change complètement la posture de la marque. Et si on va encore un peu plus fondamentalement dans cette signification, c'est comment faire adhérer une communauté à son projet. C'est même pas tant une marque, c'est vraiment un projet d'entreprise. Dans les réflexions, en fait, je me suis dit, pour préparer cette masterclass, qu'on en revenait finalement à la vocation première des plateformes sociales, qui sont par nature un lieu d'interaction et d'échange entre pairs, pour reprendre l'expression de Thibaut tout à l'heure. Donc, un partage entre amis, dans la famille, avec son réseau, qui peut être d'ailleurs personnel ou professionnel. En tout cas, des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Et ces marques, aujourd'hui, les marques sont finalement beaucoup engouffrées dans l'opportunité des plateformes sociales, mais dans une utilisation très restrictive, vraiment l'usage d'un média. Alors, il faut avouer quand même que nos géants du web, les fameux GAFAM, ont bien permis cette utilisation des données, qui nous permet, nous, en tant que marque, de pouvoir profiter d'un ciblage de plus en plus fin et donc de campagnes de communication qui sont de plus en plus adaptées et personnalisées à l'audience. Mais le risque, c'est que ces marques ont oublié ce fameux sens premier d'interaction. Et d'ailleurs, en parlant de sens, les utilisateurs que nous sommes tous sont plutôt en quête de sens. Alors, je sais bien qu'on en parle depuis longtemps, et on en parle beaucoup, mais c'est toujours le cas. Et je suis assez bluffée de voir la façon dont des audiences peuvent réagir quand j'accompagne des clients dans leur stratégie social media.
on peut être vraiment témoin d'internautes qui peuvent être capables d'une passivité, voire d'une indifférence totale, à contrario d'un engagement presque sans faille lorsqu'ils se retrouvent véritablement dans les valeurs de la marque et dans les gens qui peuvent la porter, évidemment, ou la mission même de l'entreprise. Alors, du coup, si j'en reviens à la question concrète des leviers, alors ils s'articulent, enfin le premier, je dirais, forcément, c'est lié à la connaissance technique des plateformes et de leur algorithme. Tout simplement, pour favoriser la visibilité ou la viralité ou la conversion des posts, si on imagine amener vers un acte d'achat, suivant sa stratégie évidemment, on va user, entre guillemets, des outils classiques des community managers avec une programmation des publications pour que les posts, déjà qu'ils aient le bon contenu, la bonne information, qu'ils soient rédigés correctement, qu'ils aient les bons hashtags ou des tags, qu'ils soient postés au bon moment là où l'audience est la plus présente sur la plateforme. Et ça nous impose d'analyser évidemment et de faire de l'amélioration continue. Quand on parle d'engagement, ce qu'on appelle le KPI, donc c'est l'indicateur de performance par excellence, ça va être ce fameux taux d'engagement qui permet d'estimer le niveau d'interaction, donc de like, de partage. Alors pour reprendre l'anecdote de Thibaut tout à l'heure, pour ceux qui étaient là dès le début avec son petit clin d'œil pour la French Cabin, le fait de justement, à partir du moment où un post est édité, le fait de pouvoir interagir rapidement montre à l'algorithme que le contenu a de l'intérêt et qu'on rentre dans un phénomène un peu exponentiel de visibilité et de viralité, qui permet d'accroître la visibilité d'un post. Donc c'était une des raisons, c'est bien, ça a fait l'exemple très concret. De rien, Molly, ça m'a fait plaisir de... Avec plaisir. Si on met de côté, entre guillemets, cette dimension un peu plus technique, la création de contenu est un des leviers d'engagement. Et il a une place importante dans cette stratégie. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle l'inbound marketing. L'idée étant de pas faire de la publicité vraiment en mode push, mais plutôt de créer des contenus qui intéresse évidemment l'audience et qui permet finalement à capter l'audience, mais parce qu'elle trouve les réponses à ses questions ou à ce qu'on appelle les pain points, donc les difficultés qu'elle pourrait avoir, par le contenu qu'on va créer. Donc, dans cette stratégie de contenu, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on donne la bonne réponse à l'internaute, via des articles de blog ou des posts, évidemment, il se trouve qu'on va le capter plus naturellement. Donc ça, ce sont les deux premiers leviers, un petit peu classiques. La différence pour moi, elle se fait vraiment sur des aspects un petit peu plus qualitatifs. C'est le lien direct finalement et le contexte qui rend nécessaire la création d'une relation authentique et vraie entre la marque et son audience. Alors, ces derniers mois, je ne voudrais pas vous bassiner avec le Covid, on en a tous ras le bol, il y en a marre de n'entendre parler. Mais disons que ce contexte nous a fait vraiment prendre, voire reprendre conscience à tous que l'humain est un animal social et qu'on a tous envie et même besoin de mettre du sens dans ce que nous faisons, tout simplement. On a été témoin de gestes de solidarité dans des secteurs en souffrance, alors pour parler de la restauration, mais les gens ont été prêts à se mobiliser pour une cause qui leur tenait vraiment à cœur et de faire vivre, par exemple, des commerces de village. Pour la petite histoire, j'ai participé hier soir au lancement officiel de la plateforme d'Amazon 74, qui est montée par le réseau des fondus. C'est un excellent exemple d'un retour vers du concret, du local, vers du sens, vers de la relation. Donc, sans dire évidemment que demain, seules les marques qui vont avoir un positionnement très local, solidaire, social, vont évidemment tirer leur épingle du jeu. Mais dans tous les cas, dans les valeurs qu'elles véhiculent, c'est aujourd'hui, ça a toujours été important, mais peut-être encore plus, de comprendre que derrière une entreprise, une marque, il y a des hommes et des femmes et qu'il ne faut pas hésiter à le montrer et à humaniser cette relation.
le digital nous met forcément une distance, une virtualisation. Ça n'empêche pas qu'on interagit quand même et que derrière les écrans, il y a des personnes. Voilà. Merci Aurélie. Je voudrais quand même savoir que tu nous donnes encore une de tes petites astuces et que tu partages avec nous les nouveaux outils qu'on peut utiliser. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, des nouveaux outils, je pense qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà utilisés depuis quelques temps. Alors, je mettrai peut-être de la nuance sur la terminologie de la nouveauté, mais en tout cas, celles qui sont aujourd'hui très utilisées dans l'univers startup et je pense qu'ils pourraient inspirer certaines entreprises qui peuvent avoir un fonctionnement un petit peu plus traditionnel. Et là, pour le coup, comme quoi cette masterclass a été bien montée, ça me fait rebondir avec la présentation de Cyril sur le pitch. Mais clairement, en tant que marque, la première priorité ou la première pierre, ça va être de travailler vraiment sur sa vision. Alors évidemment, sa vision en tant qu'entrepreneur, la mission de la marque, être capable de montrer une utilité qui peut être sociale ou sociétale, ou avoir une véritable valeur à apporter au marché ou au secteur. Donc, c'est finalement ce que Cyril a expliqué autour du pitch, c'est de pouvoir faire comprendre de manière assez directe, simple, synthétique, parce que quand il faut commencer à expliquer en 40 slides ce qu'on fait, ça commence à être compliqué de le comprendre et de faire adhérer, ça c'est évident. Donc, des messages simples, essentiels. Alors, ce travail-là, c'est ce qu'on appelle la plateforme de marque, c'est vraiment de travailler sur les valeurs, sur sa mission, son ambition, sa genèse, son histoire. C'est ce qui va créer véritablement du contenu. Donc, c'est effectivement l'art de raconter une histoire autour de la marque et donc le storytelling. Donc, c'est vrai qu'il faut avouer que ça a parfois tendance à être perçu comme un discours pipeau. C'est vrai uniquement si la marque le met en avant dans des charts ou dans effectivement des présentations qui pitch et ne le retraduit pas du tout dans ses actes. Je reviens encore avec cette notion d'authenticité. L'idée, c'est effectivement de travailler sur cette vision, sur ces valeurs, mais de s'y tenir, finalement de les véhiculer à chaque prise de parole, que ce soit un post sur une des plateformes sociales, que ce soit un article de blog. Ça peut être d'ailleurs au-delà même d'outils digitaux, hein, des rencontres physiques, ce genre d'événements aussi. Ça vous apprend aussi à mieux connaître les personnes. Et ça doit même être justement transcendé par les personnes qui portent la marque et le projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour moi, c'est de bien connaître son audience. Alors, on a l'habitude de parler de persona, donc ces fameuses, j'allais dire fiches d'identité, c'est pas tout à fait ça, mais un profilage de son audience en quelques profils types qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux connaître notre audience. C'est un travail qui est qui est riche parce que ça permet évidemment de bien connaître son audience pour lui apporter les bonnes solutions et répondre à ses problèmes. Mais c'est un travail qui, à mon sens, se fait de manière dynamique. C'est-à-dire que souvent, on le fait un petit peu au début d'un projet, en se disant, bon, ben, je me pose sur mes cibles, qui sont mes consommateurs, qui sont mes clients, je fais le travail des personas, s'il est fait, et ensuite, on le laisse un peu comme une photographie figée, sans revenir dessus. Ça, je pense que c'est une erreur parce que déjà, on évolue tous dans nos comportements. Ben, il y a des contextes et des phénomènes extérieurs qui peuvent amener à changer un petit peu la donne. Donc, ça implique d'être vraiment très à l'écoute, d'interagir, de s'adapter. Donc, je reviens encore une fois sur la vocation même de la plateforme sociale. L'idée, c'est pas uniquement de faire de l'information descendante auprès de son audience, c'est juste délivrer de l'information. On est vraiment dans du partage, ce qui implique forcément d'être empathique, d'être à l'écoute et de savoir s'adapter, même si d'ailleurs il y a une audience qui peut être assez critique par rapport à une offre de produit ou à une marque ou à un événement. Donc il faut savoir comment y répondre et potentiellement le tourner aussi à son avantage, ça c'est possible. Alors cette dimension-là, honnêtement, elle est difficilement duplicable.
Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on est à l'écoute, qu'on interagit, qu'on s'adapte, ça veut dire qu'on peut mettre en place des bons outils, évidemment, pour faire de la veille, pour faire ce qu'on appelle la curation de contenu, donc aller chercher les contenus qui intéressent la communauté, c'est problématique. On observe, mais d'une marque à l'autre, il ne va pas y avoir de recettes uniformes et miracles, il va falloir s'adapter. Donc ça revient à cette notion d'agilité qu'on abordait au début. Dernier pour moi, petit tips, alors toujours dans cette idée d'écoute, c'est de faire confiance et d'engager dans le sens propre du terme. Et c'est quelque chose qu'on peut faire et que moi je pousse à faire ces fameux porteurs de projets que j'accompagne, un peu amener à une notion de co-création, ce qu'on appelle aussi le crowdsourcing, c'est d'intégrer véritablement la communauté dans la définition de son offre, voire dans l'évolution de son positionnement, même en anté-création, donc avant même la création de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup de porteurs de projets qui hésitent à se mettre, entre guillemets, sur la place publique des plateformes sociales avant que le produit, le service, que l'application, que le site web soit en ligne. Je dis, mais pas du tout. Justement, c'est là qu'on peut commencer à créer son audience, à mieux la connaître, à la faire participer, pour faire évoluer et faire grandir le projet ensemble. Et c'est même à ces moments-là qu'on peut définir les early adopters, donc ces premiers consommateurs qui sont en général les plus engagés et les plus fidèles, qui peuvent devenir peut-être demain des ambassadeurs. Donc, dans cette stratégie plutôt long terme de construction de communauté, ça a vraiment du sens. Et là, on change un petit peu de posture, on est vraiment dans un mode coopératif. C'est un écosystème complet. Finalement, on n'a pas la marque, et puis à côté, il y a potentiellement peut-être ses clients, distributeurs, et puis à côté, il y a des consommateurs, et puis au milieu de ça, il y a une audience, une communauté sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est un écosystème qui interagit et qui se répond. Et ça change un petit peu la posture de la marque qui propose une offre et qui fait, qui peut juste poser la question de est-ce que ça vous convient. Non, c'est vraiment de co-construire ensemble. Merci beaucoup, Aurélie, pour tes petits tips. Ça a été très constructif. Maintenant, je demanderai à Agathe, suite à l'intervention d'Aurélie, a-t-on des questions sur le chat? Oui, on a des questions. Merci. On a une première question de Colline qui nous demande que pensez-vous de la gamification comme levier d'engagement? Alors oui, il y a effectivement pas mal de leviers de ce type-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce pan autour ce phénomène autour de Twitch. Et effectivement, cette plateforme par excellence du jeu qui fait que Twitch devient une plateforme sociale évidemment à part entière. Et il y a pas mal de stratégies de marque, voire même de politiques, aux US notamment, qui ont profité, ils l'ont utilisé comme média. Effectivement, la gamification, c'est un levier, donc ça complète clairement ces fameux nouveaux outils. L'idée, c'est fondamentalement de chercher l'interaction, donc ça peut permettre d'interagir et de favoriser cette interaction. Après, il peut prendre plusieurs formes. Alors, c'est pas forcément nouveau, ça fait longtemps qu'il existe ces petites techniques de jeux concours sur les réseaux sociaux où c'est une manière d'alimenter ou de gonfler un peu sa communauté, puisqu'on va demander évidemment à nos abonnés de partager le contenu et de taguer les amis, ce qui permet simplement d'aller toucher une audience un petit peu plus large. Ça, c'est peut-être une première brique de la gamification. Après, je parlais de Twitch qui est presque peut-être le plus extrême, mais effectivement, toutes ces plateformes de jeux, le phénomène e-sport est super, super important et grandissant. Alors, je dirais presque encore plus exacerbé avec tout ce qui est VR et casque virtuel qui permet de donner même une autre dimension au jeu. Donc, oui, ce sont des opportunités également. Merci, Colline. Merci pour cette réponse. On a une seconde question également de Yasmine qui nous demande comment ressortir davantage le côté humain dans une startup.
Ah, alors là, je dirais que pour moi, il y a deux choses. Il y a un dans la qualité ou le style rédactionnel, c'est-à-dire que suivant qui est derrière les manettes, on a un peu tendance je trouve, trop facilement confier la tâche du community management bah, soit à des personnes qui ne connaissent pas forcément bien ou à qui on ne donne pas suffisamment d'outils, surtout pour bien s'imprégner de la culture et des valeurs. Parce que finalement, cette personne-là va être en soi le vecteur de communication de la marque. La façon dont il va répondre aux posts, animer la communauté, faire interagir. Et ça passe par son empathie, le fait d'être à l'écoute, de passer évidemment un peu de temps sur la plateforme pour pouvoir être là et voir quels sont les contenus qui peuvent être partagés, et pas uniquement sur la page professionnelle, mais en allant s'intégrer dans des groupes. Donc je pense à Facebook ou à LinkedIn, Facebook peut-être en particulier, à des groupes fermés pour essayer de bien comprendre ce qui s'y passe et de pouvoir interagir. Donc ça, c'est vraiment lié enfin voilà, c'est la difficulté, hein, mais mettre de l'humain dans le style rédactionnel. Ça peut être aussi dans la façon dont on crée sa ligne éditoriale. Il peut très bien y avoir des moments dédiés à la vie d'un projet où moi j'aime bien appeler ça le backstage. C'est qu'est-ce qui se passe en coulisses en fait. On a toujours tendance à dire ok, c'est une vitrine, donc je montre que les jolies photos, que la bonne situation, mais finalement mettez-vous vous-même à la place des internautes, vous en êtes vous-même. C'est aussi sympa de voir que derrière, il y a des gens qui peuvent être aussi en galère ou qui rencontrent des difficultés et de partager ça avec eux. C'est aussi cette proximité qui peut vraiment se créer par ce biais-là. Et puis après, le dernier, l'humain, c'est aussi par des événements physiques. C'est-à-dire que moi, quand je parle stratégie digitale, je ne l'exclus jamais d'une stratégie plus globale et de penser vraiment 360. Ça veut dire que créer du lien, il y aura toujours une limite au tout virtuel, quoi qu'il se passe. Et montrer de l'humain, ça va être à un moment donné de se voir en vrai, une poignée de main ou un échange plus informel. Donc, rien n'empêche évidemment de porter ces événements physiques par un événement Facebook, toute une campagne de communication autour. Bien au contraire, il ne faut pas s'en priver, mais d'allier voilà, des moments de vrai échange, de vrai partage réel avec des moments plus distancés virtuels, ça se fait très bien. Parfait, merci beaucoup. Dernière question également de Hajar qui nous demande, y a-t-il vraiment une technique pour éviter le bad buzz? Pour éviter le bad buzz? Oui. Alors, il y a de manière assez théorique pas mal de techniques liées à la façon d'animer une communauté et effectivement de gérer le bad buzz. Les premières, évidemment, c'est le fait d'être à l'écoute, de se montrer donc empathique, d'essayer de comprendre évidemment la problématique qui peut être évoquée. Ça veut dire que, à part vraiment quelques rares exceptions, s'il y a des mauvaises réactions ou quelqu'un qui s'emballe un petit peu sur un post, il faut pouvoir lui répondre, alors de manière très posée. Jamais laisser un commentaire comme ça qui peut être assez virulent sans réponse parce que ça peut faire qu'alimenter. Par contre, de proposer de répondre en messagerie privée, d'avoir une réponse un peu consensuelle, quitte à le recontacter après. Alors c'est aussi l'avantage de ces plateformes. Si on prend l'exemple de Facebook, Messenger peut nous permettre derrière de pouvoir répondre de manière plus personnalisée, de comprendre aussi pourquoi. Après, il y a des bad buzz qui peuvent faire des bonnes campagnes. Là, j'ai un exemple en tête de La Redoute, pour la petite histoire, il y a quelques années, qui du coup avait monté une campagne de communication sur des vêtements pour enfants. Et pour le coup, un des visuels qui avait été utilisé dans leur base de données, en fait, c'était 2 enfants sur la plage, donc plutôt habillés léger, t-shirt, maillot de bain. Et manque de bol, il se trouve qu'en fond et en arrière-plan, il y avait un homme d'un certain âge qui était nu. Donc, si on veut parler bad buzz, je ne vous imagine pas les réactions, évidemment, de la communauté autour de ce visuel. Alors, en plus, en présentant une gamme, dans une gamme enfant, de vêtements enfants, ça a fait un bad buzz terrible. Et là où j'ai trouvé forcément la responsable communication de l'époque très maligne,
alors évidemment, on passe bien par l'étape mea culpa, toutes nos excuses, et là comment dire, on prend avec humilité tous les commentaires. Là où ça a été malin, c'est qu'elle l'a finalement utilisé. Alors déjà, à ce moment-là, vous imaginez même pas, je pense qu'ils ont dû réduire leur budget paid médias, il n'y a eu plus d'AdWords, de rien, parce que tout le monde parlait de la Redoute, ils étaient premiers dans les recherches Google, donc quelque part c'était de la pub gratuite. Et ils l'ont tourné à leur avantage parce qu'ils ont monté une campagne en disant, écoutez, voilà, par rapport à ce problème, on a résolu la question mea culpa. On vous propose maintenant de nous aider à faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et ils ont fait monter un espèce de petit levier comme ça, pas promotionnel, mais voilà, dans le genre du jeu, justement, parler de gamification, pour inclure la communauté à essayer de trouver dans les visuels présents du catalogue sur le site en ligne d'autres photos qui pouvaient être tendancieuses. Et finalement, ils s'en sont plutôt bien sortis. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu cette histoire. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'était en 2017 ou 2018, donc c'est pas si vieux. Mais ouais, c'est assez voilà. Donc l'idée, c'est pas de rester uniquement sur l'aspect négatif, c'est de dire bon, comment je peux après avoir acculé le coup entre guillemets, faire en sorte de résoudre la question et de réembarquer, de redonner de la confiance à ma communauté. Et ça a été une bonne manière de le faire. Et merci beaucoup pour cette réponse. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les traitera à la fin de votre masterclass. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Pour ce dernier moment d'échange, je vais inviter Thibaut Mervoyer à prendre la parole. Donc Thibaut a eu l'idée de créer Ephemer Square en 2014 pour répondre aux besoins grandissants d'aménagement éphémère et durable des structures. Et donc en 2020, dans un contexte de crise sanitaire, Ephemer Square doit se réinventer pour résister. Comme un pied de nez à cette mise à l'arrêt forcée, Thibaut a créé la French Cabane dans la lignée de son savoir-faire, mais cette fois tournée grand public. Donc Thibaut, on a la chance de t'avoir aujourd'hui pour répondre à la question, en fait, comment est-ce qu'on peut adapter sa stratégie en fonction de la crise sanitaire et quelles sont les bonnes pratiques que tu peux nous partager? Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce forum. C'est toujours très intéressant d'échanger et puis j'ai vraiment une pensée pour vous, les étudiants en ce moment, parce que je pense que notre président a dit il ne fait pas bon d'avoir 20 ans en 2020 et voilà, j'ai vraiment une pensée pour vous. Donc, pour répondre à cette question, moi j'aime bien prendre le mot crise en chinois. Ça se dit Weiji. Alors, il faut le dire avec le bon accent parce que sinon les Chinois ne comprennent pas, mais Weiji, voilà, comme ça. Et en fait, vous savez que les caractères, les mots en chinois s'écrivent avec des sommes de caractères qui souvent ont leur propre signification. Et du coup, Weiji, il y a deux caractères. Le premier, Wei, qui veut dire danger, et le deuxième, Ji, qui veut dire opportunité. Donc, le mot chinois crise se dit finalement danger, opportunité. Et je pense que c'est vraiment ce qui doit nous animer. On dit que le monde est VUCA, vous avez peut-être entendu ça, incertain, voilà, tout bouge, tout change. Et en fait, c'est quand ça bouge qu'il y a des opportunités. Avant de créer Ephemer Square, moi je travaillais dans le monde du trading de pétrole. Voilà, j'ai eu envie de donner du sens à ma vie, mais je renie en rien ce monde-là. Et mes anciens collègues, là, je leur disais, alors l'année 2020, comment ça se passe? Et ils me disent, mais ils parlent comme des traders, mais on s'est gavé, entre guillemets, parce que qui dit énorme volatilité dit beaucoup d'opportunités. Alors, dans le trading, ce n'est pas toujours très, très, très créateur de richesse, mais en tout cas, dans le monde actuel que l'on connaît, nous, cette crise, elle est source d'opportunités, mais comme jamais. Et j'espère vraiment que ce sera l'occasion pour nous de changer nos modèles. Alors, je vais parler après de mon cas, de ma société Ephemer Square, de notre société, parce qu'on est plusieurs dans cette embarcation. Mais aujourd'hui, on voit par exemple les stations de ski qui sont fermées. J'espère que les stations de ski qui aujourd'hui sont un modèle qui, à mon avis, est désuet, vont profiter de cette crise pour repenser la façon dont on consomme la montagne, pour éviter d'être tous aux mêmes endroits, là où il y a des remontées mécaniques.
on exploite, je crois, à peine 5% de l'espace montagne. Voilà, il y a sans doute des nouveautés qui apparaissent. Et c'est vrai pour ce qui se passe en ce moment avec le tourisme, c'est vrai pour ce qui se passe avec la façon dont on consomme. Tu as mentionné, Aurélie, dans ma zone, qui a été lancée par Julie et Claire, pardon. Voilà, c'est des opportunités. Si on applique ce concept-là à Ephemer Square, nous, on est donc une société. Alors, je vais partager mon écran. Si j'ai pas fait de présentation et tout ça, moi là, je suis un peu plus cool, mais c'est possible de partager mon écran? Oui, bien sûr, Thibaut, tu peux prendre le partage. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran. Non? Ça charge, je crois. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, ouais, super. Donc, Ephemer Square, c'est donc une société que j'ai créée il y a 6 ans maintenant, en 2015, qui s'apparente à une sorte de jeu de Lego géant pour créer des espaces qui soient à la fois design, mais également réutilisables et temporaires. Donc, on a eu, voilà, moi je venais du monde de la logistique, je cherchais à créer quelque chose qui soit simple à mettre en œuvre, et puis en tâtonnant, en faisant des pitchs auprès de Cyril, parce que Cyril, je l'ai rencontré pendant un petit déj, je me souviens de la French Tech, et où on racontait nos histoires, nos pitchs. Et ben voilà, petit à petit, j'ai trouvé mon marché, et c'était le monde de tout ce qui est aménagement temporaire, événementiel, etc. Et donc, on a créé cette structure. Je vous montre quelques photos. Voilà, ça peut être en extérieur, ça peut être en hiver. C'était une opération pour une marque de montres. Ça peut être en intérieur pour des congrès, des salons. Voilà, peut-être certains ont vu cette structure. C'était à Musilac, par exemple. Voilà, plein d'exemples de structures que l'on peut faire grâce à nos produits. Comme vous pouvez le voir, c'est souvent soit des concerts, soit des salons professionnels. Ici, c'était un salon également. Je vous montre les photos un peu comme elles viennent. Hein. Un salon de l'agriculture, un Wheel of Green qui est un festival de musique, etc. etc. C'était cool. On a bien développé la société. Fin 2019, on était une vingtaine de collaborateurs. On prévoyait on doublait notre chiffre d'affaires tous les ans. On prévoyait de le doubler de nouveau en 2020. Et puis, patatras, la crise arrive. On est les premiers à être impactés parce qu'avant même que le commun des mortels découvre cette crise, nous, on avait déjà des annulations dès le mois de février. Et du coup, là, forcément, c'est comme un oiseau en plein vol sur lequel on tire et puis tout d'un coup, on s'écrase. Et donc, forcément, en tant que dirigeant, on a envie d'essayer de trouver des solutions. Donc, on est un peu comme un chien en cage. On va un peu dans tous les murs. On cherche à rester actif, en tout cas, parce qu'on n'a pas comme nature, quand on est entrepreneur, on n'est pas de nature à baisser les bras en général. Et du coup, on fonce un peu dans tous les murs jusqu'à essayer de trouver une solution. Et cette solution, en fait, c'est dès le mois d'avril, on comprend bien que le monde de l'événementiel, notre marché, va être totalement atone pendant de longs mois. Et du coup, on se dit, notre produit, il a quand même une gueule plutôt sympa. Et je vais vous montrer la suite. On décide de le déployer en créant une nouvelle gamme. Hop, c'est ici. Je vous mets ça. Qui s'appelle du coup la French Cabane. Vous voyez la photo qui s'affiche? Ouais, super. Oui. Du coup, la French Cabane, quand vous voyez un peu les photos comme ça, vous avez l'impression que c'est un peu la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est un produit qui, cette fois-ci, est destiné à la vente alors qu'il était destiné à la location. C'est un produit qui est plus destiné aux particuliers alors que Ephemer Square était plus dans une activité B2B. Et puis même la nature du produit, le connecteur, c'est la pièce métallique que vous voyez, n'est pas la même, etc., etc. Les canaux de distribution ne sont pas les mêmes. On découvre le e-commerce, autant vous dire qu'on n'y comprend rien. Tout ce qui est community management et tout ça, voilà. On apprend sur le tas. Heureusement, on est accompagné. Mais on est dans une phase où on s'adapte. Ce qui est intéressant, c'est que, alors là, forcément, on avait un modèle économique qui fonctionnait avec Ephemer Square. Il y avait des clients, il y avait un marché, tout ça était plutôt cool. Mais on a été obligé, à cause de la crise, de se réinventer. Mais la réalité, c'est que quand on monte une boîte,
entre l'arrivée, l'image d'arrivée et puis l'image de départ, il y a plein de, les gens appellent ça des pivots, mais en fait, il y a plein de petits ajustements. Et quand on pitch son projet, comme l'a si bien présenté Cyril, lors de cafés start-up avec la French Tech ou d'autres réseaux, finalement, on réalise que en fonction de la façon dont les gens interagissent par rapport à ce que l'on dit, on voit bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On voit bien que quand on dit rouge, ça fait tilt, et que quand on dit bleu, en fait, ça n'évoque rien. Et du coup, petit à petit, notre projet va devenir de plus en plus rouge, alors qu'au départ, on le voyait bleu, blanc, rouge. C'est des exemples qui… En fait, on s'adapte en permanence. Et c'est ça, moi, les mots que j'ai mis quand vous avez dit c'est quoi une start-up, c'est l'agilité. C'est l'agilité, et puis j'ai mis le mot aventure aussi, parce que c'est une aventure quotidienne. Mais la start-up, elle a cette capacité, et elle doit avoir cette capacité permanente à être capable de se réinventer. Et quand elle affronte une crise, un danger, ne pas le voir comme quelque chose qui va la pénaliser, mais comme quelque chose qui va être une opportunité. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe. On a embarqué tout le monde. On a créé donc la French Cabane. Et puis, pour vous dire à quel point, en fait, ça ne s'arrête jamais, la French Cabane, c'est une nouvelle marque, un nouveau produit qui a très bien fonctionné cet été. On a fait plein de ventes. On a vendu… alors, c'est resté anecdotique par rapport à ce qu'on aurait dû faire avec Ephemer Square. Hein. Ça n'empêche pas que la situation d'Ephemer Square est très compliquée. Mais voilà, ça a très bien fonctionné. Et puis forcément, la fin d'été arrivant, on l'a découvert, mais on pouvait s'en douter, les ventes de pergola fonctionnent moins bien l'hiver que l'été. Et du coup, c'est un peu comme une pelote de laine. Vous avez un fil là qui semble être de bonne qualité. Vous continuez à tirer dessus. Et du coup, on s'est dit, ça a bien fonctionné en extérieur, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une offre à proposer pour de l'intérieur? Puisque Ephemer Square, c'était un petit peu pareil. Au départ, c'était très extérieur. Puis on avait tourné l'offre vers l'intérieur, vers les salons professionnels. Là, on se dit la même chose. Et puis, on découvre le marché de l'aménagement d'intérieur, ce qu'on appelle les cloisons amovibles. Et puis, on voit que finalement, ces cloisons amovibles, elles sont souvent un peu à usage unique, c'est-à-dire qu'à chaque reconfiguration des bureaux, elles partent à la poubelle. Et puis ça, c'est quelque chose qui nous donne envie de trouver des solutions, puisque Ephemer Square, c'était un peu la même chose. C'était un produit qui permettait de remplacer tous les stands qui sont malheureusement très souvent à usage unique, qui sont à la fin de chaque salon détruits à coups de massue et puis qui partent à la poubelle. Donc là, on retrouvait un peu la même ADN, les mêmes valeurs. Et donc, on se dit, il y a peut-être une offre justement sur ces cloisons. Et puis, en cherchant, on découvre l'aménagement de bureaux. Et puis, il faut suivre l'actualité. Hein. C'est un permanent. On joue au ping-pong, On joue au ping-pong avec le marché. Et puis, on découvre que le marché, en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir que l'aménagement de bureaux est assez révolutionné avec le développement très fort du télétravail. Et donc, qui dit télétravail dit nouveaux besoins, parce que lorsqu'on va au bureau, finalement, on va être plus dans des échanges avec ses collègues que pour se retrouver derrière son bureau tout seul et derrière son écran, donc plus de collaboratif. Et donc, on découvre les marchés de ce qu'on appelle les cabines acoustiques, les mini-salles de réunion, et on se dit, mais attendez, nous, avec nos petites poutres, etc., on pourrait faire ça. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on vient de sortir. On a développé, donc, toujours autour de cette nouvelle marque, la French Cabane, des cabines. Et c'est ce que je vous demandais de tout à l'heure à aller liker sur la page LinkedIn. En fait, on développe la French Cabine. Et la French Cabine, c'est quoi? C'est des petits espaces collaboratifs qui sont amenés à se dissémer un peu partout dans les espaces d'entreprise, mais peut-être demain aussi dans l'espace public. Et c'est des lieux où vous allez pouvoir vous reconnecter à la nature, faire ce qu'on appelle du green desking, c'est-à-dire travailler dans un environnement extérieur, soit carrément à l'extérieur et vous allez vous poser au lieu d'être en terrasse de café à galérer avec votre ordi parce que vous n'avez pas de prise et avec une assise pas très confort. Là, vous pouvez aller vous poser pour bosser en extérieur avec le courant, la prise, le Wi-Fi, etc. Soit en milieu intérieur, et à ce moment-là, l'idée, c'est de quand même végétaliser pas mal les structures, faire en sorte qu'on travaille bien dans un milieu qui soit confort, sachant que toutes les études montrent que l'homme est beaucoup trop en intérieur. On ferait mieux de passer plus de temps en extérieur et en tout cas plus connecté à la nature. Voilà, le but n'est pas de vous vendre le produit, mais le but est de vous montrer comment finalement, face à une crise,
on avait une société qui fonctionnait très bien et qui était en plein développement. Le Covid a mis à l'arrêt complètement notre marché. On avait deux options, soit de se dire bon bah on hiberne, hein, on va se foutre dans une grotte et puis on coupe tous les coups et puis potentiellement on vire tout le monde et puis le jour où ça reprend, parce qu'on sait que ce ne sera pas dans 1 mois, 2 mois, mais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on réveille le bébé. Soit on prend les valeurs que l'on a, et les valeurs de l'entreprise, elles sont avant tout humaines, c'est l'équipe, c'est le concept, c'est les valeurs d'Ephemer Square, c'est le côté pionnier, le côté éco-responsable. On est une boîte qui est Bitcore, ça parle à certains, mais c'est très important pour nous. Et on reprend ces valeurs et on les applique à un nouveau marché, un nouveau domaine. Et forcément, on ne va pas voir juste du premier coup. Mais voilà, au départ, la French Cabane, on visait plus les studios de jardin. On a vu que c'était les studios en mode les petits bureaux que vous pouvez installer dans vos jardins, type Green Cube, etc. Voilà, on a vu que c'était trop compliqué. Donc, on s'est adapté et hop, 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 voilà. Donc, si je devais partager mon expérience, moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que la crise, c'est une opportunité. Ça a été vrai pour Ephemer Square, mais j'espère que ça sera vrai pour la société en général. Et je pense forcément à nos façons de consommer et à nos façons de voyager et à nos façons de tout, en fait. Parce qu'on sait que le modèle qu'on utilise actuellement n'est pas viable. Donc, j'espère que cette crise, dans 5 ans, aujourd'hui, forcément, on morfle. Mais moi, je suis assez convaincu que dans 5 ans, on aura pris du recul et on se dira, regardez, qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique? Annecy, si on prend l'exemple d'Annecy, une équipe écolo est arrivée, à Lyon également, à Bordeaux également. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre façon de voyager? À partir de là, on se dit que le train, finalement, l'avion… Bon. Il y a plein de facteurs. Je suis assez convaincu que 2020 sera une année charnière. Et puis que pour Ephemer Square et la French Cabane, on se dira aussi, il a peut-être fallu, soit on a bien galéré, mais le Covid nous a permis d'innover et de développer un nouveau marché. Voilà. Merci beaucoup Thibaut pour ton intervention. Je vais laisser la parole à Lucas pour voir s'il y a des questions ou s'il a une question à te poser. Oui, merci Thibaut. Du coup, on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Donc, si jamais vous pouvez toujours les poser. En attendant, nous, on avait une question. Justement, quelles étaient tes techniques, Thibaut, pour toujours rester dans l'innovation? Parce qu'on doit, on imagine que ça a dû être aussi un moment dur. Là, on voit la partie vraiment positive du projet. Mais est-ce que tu peux nous partager tes techniques pour innover et rester positif dans ces moments? Je pense que c'est un peu un caractère. Hein. Il faut pas. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas raconter des histoires drôles. Il aura beau prendre des cours pour raconter des histoires drôles, ce sera difficile, quoi. Innover, c'est un état d'esprit et c'est le fait finalement de ne pas accepter que les choses, soit on agit, soit on subit. Vous voyez, tout ça, c'est assez inné, je pense. Moi, je pense que petit, je faisais des cabanes dans la forêt avec mes frères. Et aujourd'hui, je fais des cabanes comme boulot. Mais vraiment, c'est quelque chose qui doit être naturel. Après, la force, je pense, des gens qui entreprennent, c'est qu'ils partent du principe qu'ils vont y arriver. C'est-à-dire que le postulat de base, lorsqu'on entreprend, c'est d'être convaincu qu'on va y arriver. Et en fait, Cyril, dans son speech, là, sur les pitchs, avant même de convaincre quelqu'un, il faut être complètement convaincu. Et après, il faut prendre du recul pour écouter, comme je le disais tout à l'heure, l'interaction que l'on a avec les autres et réussir à rebondir. Parce qu'on peut être convaincu au démarrage, mais si on est borné, à ce moment-là, on n'ira jamais très loin. Par contre, lorsqu'on est convaincu de ce qu'on raconte et qu'on est capable, au fur et à mesure des interactions, d'adapter son discours et de le modifier et de faire en sorte qu'il soit le plus parlant possible et finalement le plus efficace possible, à ce moment-là, on progresse. Voilà, la French Cabane, ça a été qu'une succession comme je vous ai donné l'image de la pelote de laine, hein,
forcément, au départ, on ne sait pas trop ce qu'on trouve, mais une fois qu'on a un bout, et bien là, allez, on tire dessus, chacun fait, voilà, on va voir les réseaux, on va se renseigner, surtout on ne travaille pas dans son coin, mais on parle de son projet, on va à la rencontre de potentiels clients, de concurrents. Moi, pour la French Cabane, j'ai appelé, par exemple, sur les cabines, là, j'ai appelé mes concurrents directs, quoi, des potentiels concurrents, en leur disant cash, voilà, nous, on pense faire ça, vous en pensez quoi? Alors que certains pourraient se dire, ah, mais il ne faut surtout pas faire ça, il faut travailler dans son coin, il faut être caché, parce que… Ben non, en fait, chacun a une offre particulière à apporter, et surtout, il faut s'entraider, quoi. Voilà, c'est ça qui fait les plus belles réussites, c'est quand on travaille en équipe et qu'on s'entraide. D'accord, merci Thibaut. Du coup, on a une question de Baptiste qui te demande si vous êtes au courant d'un concurrent nommé Cabine qui vient développer un concept similaire au vôtre chez Monoprix. Alors, je ne connais pas Cabine de Monoprix. Monoprix, je suis étonné qu'ils vendent ce genre de cabine, mais c'est à destination. Je suis intéressé en tout cas d'avoir le… Peut-être que si on a 2 minutes, Baptiste, tu peux prendre la parole pour Parfait. Ok, du coup, en fait, j'ai vu ça il y a 2 jours. C'est une marque qui s'appelle Cabine, K-B-I-N, et ça s'appelle Click and Work. Et en fait, c'est exactement le même concept. C'est des cabines qui développent et qui installent après dans des lieux publics. Donc, ça peut être dans des gares. Là, en l'occurrence, ils ont fait un partenariat avec Monoprix. Et c'est pour permettre d'avoir un espace de coworking ou pour travailler dans le calme, dans des lieux publics, entre 2 rendez-vous, en attendant son train et tout ça. Oui, je découvre en même temps. Voilà. Il existe pas mal de concepts. Il y a une autre boîte qui s'appelle WIM qui fait ça aussi. Il y a une autre… Voilà. Encore une fois, quand on innove, quand on lance un produit, et c'est marrant parce que vous allez voir ma réaction en direct par rapport à un nouveau produit, il pourrait y avoir 2 réactions. Il pourrait y avoir dire, mais merde, putain, je me suis fait piquer l'idée, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui le fait déjà, tout ça pour ça, etc. Au contraire, c'est-à-dire que si un jour vous innovez dans un produit et que vous découvrez aucun concurrent dans votre produit, je vous assure, c'est que vous avez de grandes chances de vous planter. C'est-à-dire que ne croyez pas que vous allez avoir l'idée du siècle. L'idée du siècle, elle arrive une fois tous les 100 ans, hein, comme son nom l'indique, et puis c'est Facebook avec Zuckerberg, mais voilà, ça n'arrive pas, c'est très rare. Quand vous trouvez des concurrents qui essayent de répondre aux mêmes besoins que vous, vous retombez dans ce qu'a dit Cyril dans son pitch là, problème, opportunité, c'est-à-dire qu'il y a un problème et que vous n'êtes pas le seul à l'avoir identifié. Et c'est plutôt bon signe, parce que si vous êtes le seul à trouver un problème, c'est que c'est peut-être pas un problème. Donc là, typiquement, je découvre Cabine. Alors, pour vous faire en live, hein, je découvre Cabine, je vois qu'ils veulent faire ce qu'on appelle du micro-working. Ils traitent bien donc le problème ce qu'on appelle le travailleur nomade qui se déplace et qui a envie de bosser un peu partout. Il y avait 300 000 cabines téléphoniques en France il y a 20 ans, il n'y en a plus aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura autant de cabines de télétravail ou de micro-working d'ici 20 ans? Donc, il y a un potentiel marché. Et après, une fois que vous avez identifié un concurrent, le but n'est évidemment pas de le copier, hein, parce qu'il y a des gens, nous, on vient de voir une personne qui a fait quelque chose, mais il nous copie complètement sur Ephemer Square. Et c'est un peu tristoun, mais là, quand vous voyez un concurrent comme ça, vous allez vous dire, mais quelle est ses forces, quelle est sa force, et quelles sont, nous, nos particularités? En quoi on est innovant? Et en fait, nous, notre innovation, notre positionnement qui correspond à nos valeurs, c'est de faire non pas du micro-working, d'avoir quelque chose qui est assez techno, assez high-tech. Par exemple, je vois des portes en verre, je vois des surfaces assez lisses, etc. Nous, notre concept, c'est de faire du green desking, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus connecté à la nature. Mais, je veux dire, il y a de la place pour les deux. Vous voyez, et en fait, c'est même plutôt rassurant de se dire que il y a des gens qui seront plus, qui préfèrent une ambiance de travail hyper, par exemple, avec beaucoup de lumière, très, très japonisante. Ou voilà, il y a plein d'univers. On ne décore pas tous nos salons de la même façon. On a tous besoin d'un salon. Là, c'est intéressant de voir qu'il y a une autre solution qui est proposée.
Et nous, on a un positionnement qui est différent. Après, chacun travaille son positionnement. Super. Exactement ce que j'ai répondu à un confrère qui challenge, ça reste toujours positif. On est d'accord. Super, bah merci Baptiste d'avoir partagé ça. Merci Thibaut pour ton intervention. Et on finit avec en beauté avec Colline qui nous dit que votre concept d'entreprise est top. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la conclusion de la masterclass. Donc je vais laisser la main à mes collègues. Alors, j'aurais besoin de récupérer le partage d'écran. Oui, si tu peux arrêter ton partage, ce serait super. Merci. Vous me dites que c'est bon. C'est moi qui dois arrêter, c'est ça? Ouais, stop, excuse-moi. C'est bon. C'est tout bon. Merci. Ok, parfait. Donc, comme l'a dit Lucas, on arrive vers la fin de la masterclass. Donc, voici les 5 mots à retenir de celle-ci. Donc, la startup prime avec le mot réseau, adaptabilité, innovation, partage et communauté. Donc, nous tenons maintenant à remercier particulièrement nos intervenants, Aurélie Filiger, Thibaut Mervoyer, Christophe Neu, Cyril Marie, donc pour leur présence, mais également l'IAE Savoie Mont-Blanc et le Club des entreprises qui nous ont permis d'organiser cette masterclass. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis sur cette masterclass et donc nous allons faire apparaître dans le chat un questionnaire de satisfaction. Pour ceux qui souhaitent retrouver cette masterclass, nous pouvons vous envoyer par mail l'enregistrement. Et nous vous informons que la prochaine masterclass donc, aura lieu le 26 février et sera sur le thème du management des équipes commerciales à l'international. Donc, n'hésitez pas à assister à celle-ci si le sujet vous intéresse. Maintenant, notre masterclass va se terminer et si vous avez des questions, nous restons en ligne. Donc, n'hésitez pas à les poser. On va également reprendre les questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc, merci à tous d'avoir été présents et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Alors, je reprends, on avait une question tout à l'heure qu'on n'avait pas eu le temps de traiter, c'était une question pour Christophe. Donc, on demandait comment la French Tech aide à réduire sa dépendance aux US et à la Chine. Oui, tout simplement en proposant des solutions locales, notamment voilà, sur les outils digitaux. Sur les outils digitaux, par exemple, vous connaissez tous WeTransfer, il y a une solution française qui s'appelle Smash. Et c'est vrai que par rapport aux solutions digitales, c'est plus là effectivement qu'il y a des enjeux parce que c'est, comme j'avais dit auparavant, des solutions qui peuvent plus facilement passer à l'échelle et se diffuser rapidement. Et donc d'avoir des solutions françaises permettent aussi d'assurer la gestion des données. Parce qu'au final, imaginez une solution américaine qui recouvre la globalité du monde, tel que Facebook, il récupère beaucoup de données, mais ces données-là, elles seront utilisées effectivement pas forcément à des fins locales. Et donc, c'est quelque part une nouvelle forme de guerre, entre guillemets, une guerre silencieuse, mais une guerre économique qui est bien présente. Et même si le but n'est pas d'attaquer l'adversaire, c'est non plus ne pas trop dépendre d'autres personnes, parce qu'à partir du moment qu'on a un lien de dépendance trop fort avec des choses que l'on ne maîtrise pas, on s'expose à davantage de risques. Parfait, merci beaucoup pour ton témoignage.